Bienvenue au retour du jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Ce soir, préparez-vous à mettre vos shorts parce qu'on va regarder le film Moonrise Kingdom. Parler du film, on l'a déjà regardé. Moonrise Kingdom réalisé par Wes Anderson en 2012. Générique. Elle est bien cette longue intro quand même, moi je suis content qu'il y ait une longue intro. Et pour en parler avec moi ce soir, on a Chèche et son oiseau dans les cheveux. Bonsoir Chèche, on a Mathias. Bonsoir, avec ses cheveux. Fred, on a Fred avec nous. Son oiseau aussi. Avec son oiseau dans les cheveux. Et voilà. Donc, avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. Si vous ne l'avez pas déjà vu, on vous montre la bande-annonce. Comme ça nous permet de parfaire nos réglages. Allons-y. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous? Je suis un moineau, elle c'est une colombe. Non, j'ai dit. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous? Chère Suzy, voilà mon plan. Cher Sam, ma réponse est oui. Chère Suzy, quand? Cher Sam, où? Chère Suzy, marche sur 400 mètres, plein nord depuis ta maison, jusqu'au chemin de terre qui n'a pas de nom indiqué. Tourne à droite et va jusqu'au bout. Je te retrouverai dans la prairie. Il manque qui? Chakouski, tu es là? Saperlipopette, l'oiseau s'est envolé. Quoi? Où es-tu, nom de Dieu? Ça t'intéresse de savoir que ta fille s'est enfuie de la maison? Question tendancieuse. Le temps que les renforts arrivent, je mandate ce garçon maigre, ce garçon petit et ce garçon avec le pansement sur l'œil qui m'accompagneront dans le break. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Qu'est-ce que je vois là? Il peint des aquarelles, des paysages surtout, mais aussi quelques nus. Au cas où on me retrouverait, je prends pas le risque de venir sans être armée. Moi non plus. Où est le garçon? On me dit qu'il a été frappé par la foudre. C'est la vérité. Je vais derrière la maison. Je vais chercher un arbre à abattre. Et ouais, alors, c'était super. Hein. C'est donc moi qui ai choisi le film. Mais ouais, et c'est Adrien qui c'est Adrien. Pas du tout, c'est Adrien qui nous manque ce soir. C'est Adrien qui n'est pas là. Puisqu'il est malade, mais beaucoup de cœur. Et c'est Sylvain qui a choisi le film ce soir et qui va nous le pitcher. Ah, attends, voilà. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous pitcher le film? Est-ce que je peux vous pitcher le film? Eh bien, on est dans les années 60, 65, je crois, on est en 1965, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on est en Nouvelle-Angleterre et on suit Sam, alors je ne sais plus son nom de famille, Sam qui fugue de son camp de scouts et qui essaye de retrouver Suzy. Voilà, et en fait, ils essayent de faire une fugue amoureuse, mais les adultes ne sont pas d'accord. Voilà, c'est ça le thème du film, je dirais, le pitch du film. Avant de continuer plus loin, on va aller
bande-annonce en GIF préparée par Chech. J'aime bien vous poser la question un peu sur votre rapport au film. Alors, quand est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous aimez ce film? Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Voilà. Je vais commencer par Fred qui a l'air de cogiter. J'ai grincé de la tête. C'est ça, exactement. Non, mais justement, j'essaie de me remémorer quand est-ce que je l'avais vu, et je crois que j'avais essayé de le voir une première fois. Alors là, j'ai l'impression que je vais me faire des ennemis. Oh merde. Et je pense que... Oh non, il va nous faire comme Star Wars, il va dire j'aime pas. Moi je suis plutôt Star Trek, vous voyez. Et je pense que je l'avais entamé et j'avais dû arrêter ce film. Et là je le regardais pour l'émission. Ouais. Voilà, et donc j'ai envie de dire que je préfère la bande-annonce. D'accord. Donc c'est pas trop ta tasse de thé. En fait, non, mais il y a plein de choses que j'ai vraiment aimé dans le film. J'ai adoré le cadre, la façon de tourner, etc. Après, c'est plus le scénario en soi. D'accord. Voilà, mais sinon, le film, j'ai rien à redire. Je trouvais ça super. Et dans son ensemble, voilà, j'aime pas le scénario, mais le film est bien. Ouais, bah après, pour le scénario, je me dis, ça manque un peu. C'est dommage. J'ai préféré les autres de Wes Anderson. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas ton préféré. Très bien. Chech. Oui, moi j'ai vu ce film. Je sais. Allons-y, Mathias. Chech a vu le film. Traduction. Oui, j'ai vu ce film, je ne sais plus quand non plus. Et je sais que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais jamais trop vu ce genre de film. Mais après, j'ai aimé comme si j'allais à une soirée pas de l'ambassadeur, mais tu sais, un truc de la marquise, de machin. Ça t'en met plein la vue. Tout est parfaitement réglé, tout est... Voilà, enfin... Du Wes Anderson, quoi. Voilà, et ça t'en met plein la vue. Et du coup, de le revoir, je me dis qu'il y a un petit côté où c'est extrêmement bien fait esthétiquement et tout ça, mais on passe un petit peu à côté des émotions au final. C'est étonnant. Ça m'avait pas du tout fait ça la première fois. Voilà. Ok. Donc pas bon de le revoir deux fois. Non, mais j'aime toujours beaucoup ce film quand même. Hein. T'as des bonnes critiques là. On sent qu'on est bien. Bah Mathias, du coup, je suis dépité, mais allons-y. Ouais. Alors en plus, moi, c'est vraiment quand Fred a commencé, je me suis dit c'est bien, mon avis va être un peu plus mitigé, ça va être sympa. Non, je me casse de cette émission. Non. En fait, j'explique juste, c'est que j'ai vu le film il y a 3 semaines, du coup. Ouais. Pour l'émission, je l'avais jamais vu. Et pas parce que je l'ai jamais vu, parce qu'il m'intéressait pas, au contraire, il m'intéresse énormément, mais je voulais le voir en famille, et puis ma famille l'a vu sans moi. Du coup, il m'avait dit qu'il était super bien. Et du coup, je l'avais jamais vu. Et j'ai vu, je crois, j'ai vu tous les Wes Anderson, à part celui-là. Donc c'est marrant, parce que l'émission me permet de compléter ma cinéphilie. Il est super bien, il est super beau, c'est filmé, c'est joué, c'est marrant, il y a plein d'idées visuelles, il y a du jeu d'acteur qui est trop bien, le casting est oufissime, c'est super bien. Mais c'est clair que c'est pas mon préféré non plus, c'est pas celui que j'aime le moins non plus, hein, attention, hein. Mais j'ai un énorme coup de cœur pour Grand Budapest et Darjeeling et L'île aux chiens. Parce que voilà, mais super film, et ouais, non, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà. Okay. Après, j'ai ce petit effet, mais je pense que tu vas peut-être en parler aussi. Maintenant, on s'habitue au style Wes Anderson, et c'est pas qu'on est gavé, mais on sait qu'on va avoir un film de lui. C'est un peu comme les Woody Allen. Alors attention, ça c'est insultant, parce que Woody Allen, c'est pas la même niveau et degré d'exigence en termes de cinéma, enfin selon moi. Oui, mais il y a un petit peu ce côté, bon bah tu vas voir un Woody Allen, bah tu vas voir un Wes Anderson. Et moi j'aimerais bien qu'avec sa qualité, il arrive à nous surprendre et à faire d'autres choses. J'ai pas vu le dernier, par contre, là, qui est sorti au cinéma il y a cette année, Asteroid City. Ouais. Mais en plus, on m'en a fait des retours un peu mitigés, donc je serais curieux de le voir. Mais voilà. Mais tout ça pour revenir à Moonrise Kingdom, super film.
Mais c'est pas ton préféré. Mais c'est pas mon préféré. Mais ça veut pas dire qu'attention, ça veut pas dire que c'est pas un bien mauvais sûr. film. Hein. Au contraire, c'est un très 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 bon film. Et j'en parlerai plus amplement tout à l'heure. Et toi, Sylvain, qu'as-tu pensé de ce film ? Quel est ton rapport ? Et moi, quel est mon rapport à ce film ? Moi, j'ai bien aimé ce film. Alors moi, je l'ai vu au cinéma par hasard avec mon père et ma sœur, je me souviens, à Vélizy 2. Voilà, pour la petite histoire. Un ovni, en fait. T'arrives... Alors moi j'avais déjà vu, mais je ne savais pas à l'époque que c'était le même réalisateur, j'avais déjà vu Fantastic Mr. Fox que j'avais kiffé, et j'avais déjà vu À bord du Darjeeling Limited, que j'avais beaucoup moins aimé, parce que je pense que j'étais trop jeune pour The Darjeeling Limited. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et il est beaucoup mieux quand tu es plus Voilà, adulte. c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai revu il y a 2-3 semaines. Pas en entier, j'ai plus le temps, mais voilà. Et donc, un ovni, et j'ai surkiffé, super drôle. Le côté enfance que je trouve trop bien, vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Hyper décalé, en même temps il y a aussi du fantastique et tout un petit peu, il y a tout un côté un peu, la musique est trop bien. Je crois qu'on va pas trop parler de la musique dans cette émission, donc je prends 2 secondes sur la musique. La musique est vraiment trop bien. Vraiment, la musique est super je cool. sais pas si vous avez revu le générique à la fin, où il décortique la musique, il dit bon alors maintenant on va faire jouer tel instrument, maintenant ça va être celui-là, maintenant ça va être celui-là, et c'est trop bien, c'est franchement trop cool. Musique composée par Alexandre Desplat d'ailleurs, en français. Cocorico. Cocorico, ouais, il y aura beaucoup de Cocorico dans cette émission d'ailleurs, je crois. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ouais, peut-être un peu le côté cucu aussi, l'enfance, en fait, l'enfant qui a envie d'aimer. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est juste l'idéalisation de l'amour, et puis voilà. Et ça me fait penser à une petite image qu'on va passer là de l'artiste Alain Auderset, qui est un artiste suisse. Et moi, c'est ça que je ressens quand on regarde. Suisse. Voilà, c'est ça. Je t'aime comme les adultes. Non, moi, c'est pour de vrai. Voilà. Et je trouve que c'est exactement ça. Quand on voit les parents complètement désabusés dans ce film-là. Je trouve que les personnages de Wes Anderson dans tous ses films, c'est des gens désabusés. Mais là, on a ces 2 personnages qui sont au centre, qui, eux, ils sont pas désabusés, ils croient à quelque chose. Et je trouve ça chouette. Voilà. Ah ouais, c'est un feel-good movie. C'est un feel-good movie, exactement. Ouais, pour ça, c'est cool. Un peu comme un peu tous les films de Wes Anderson. Voilà. Donc mon rapport au film, c'est ça, ma première vraie découverte de Wes Anderson. Mais c'est peut-être ça, moi je l'ai vu après Grand Budapest Hotel et tout ça. Et moi je l'ai vu avant Grand Budapest, et du coup j'aime beaucoup Grand Budapest Hotel, mais j'ai une préférence pour Moonrise Kingdom. Mais je pense que, mais effectivement, Grand Budapest, c'est vraiment l'apothéose de tout ce qu'il a. J'en parle après, mais... Bon, on en parlera après. Ouais. Alors, voilà. Alors, oui ou non pour ce film, du coup ? Plutôt oui, plutôt non, il n'y a pas d'avis tranché, c'est oui ou non ? Ouais, je vais dire non. Ok, c'est très bien. Chèche. Moi, je dis oui. Oui, Mathias. Ouais, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Même si c'est pas nos préférés. Ah oui. Et moi, évidemment, oui. Voilà, on va passer au réalisateur. Je me sens un peu désemparé parce qu'en fait, je n'ai pas mes notes. C'est pour ça que je... Ah non, c'est bon, je les ai, c'est bon. Tout va bien. J'ai réussi à faire un truc de ouf. Pendant qu'on est sur cette petite transition, j'en profite pour dire que le chat demande si les micros de Chèche et Fred seraient pas en congé. Ah mince. Faudrait peut-être qu'ils parlent aussi. Hein oui, bonsoir. Bon, vous nous direz si c'est mieux dans le chat. N'hésitez pas à nous le dire. On a un œil dessus. Donc s'il y a des problèmes techniques, il y a Mathias qui louche pour vous regarder. Tout va bien. On va passer du coup au réalisateur Wes Anderson. Est-ce que la régie c'est bon pour vous ? Parce que je vous ai donné les images un peu au dernier moment. Et un peu audacieuse. Ouais. Parce que ces vacances au Cap d'Agde, on n'était pas obligé de le mettre. Non mais c'était sur une île, pareil. Ça m'a fait penser à des souvenirs d'enfance. On a fait un Suédé du Moonrise Kingdom. Eh bien, Wes Anderson, exerce dans le paysage cinématographique depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, sa filmographie, elle compte, entre autres, 11 longs métrages, voilà, tout ça, et 8 courts métrages. Donc on peut dire qu'il chôme pas, quoi. C'est ça. Il n'a pas fait d'études de cinéma, il commence très tôt par faire des petits courts-métrages en Super 8 avec Owen Wilson, qui est connu maintenant, et puis ses frères Luke et Andrew. Voilà, qui sont aussi à peu près connus. Wes Anderson, donc, il est autodidacte. Et son premier film, Bottle Rocket, ne rencontre pas un grand succès. Il est néanmoins salué par la critique. Et Rushmore, son deuxième film, c'est lui qui lui permet de se faire connaître du grand public. Super je cool. l'ai pas vu. Super cool, je l'ai vu pour l'émission. Ok. Super sympa. Je regarderai un jour. Bill Murray. Bill Murray, voilà. Comme souvent. Donc, au cours des années 2000, les films qu'il réalise lui permettent d'être de plus en plus identifiés par le grand public et d'imposer le style Wes Anderson,
en 2009, il réalise son premier long métrage d'animation, donc Fantastic Mr. Fox, et qui est adapté de Roald Dahl. Super bien. Ouais, très très bien, franchement, je kiffe aussi. Et l'apothéose, il l'atteint en 2014 avec The Grand Budapest Hotel, voilà, qui pour moi c'est vraiment c'est son film qui a le mieux marché jusqu'à aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment l'apothéose. C'est parfait. Ouais. Rien n'a jeté, pas une ligne, pas un plan, pas une seconde. C'est incroyable. incroyable. Très très bien. Alors, on va parler du style Wes Anderson. Ce sera pas exhaustif ce que je dis. Je vais dire des trucs. Vous pourrez compléter, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc, le style Wes Anderson, c'est quoi? Alors, c'est marrant parce que quand j'ai proposé de faire le film au retour du jeudi, de faire ce film-là pour les retours du jeudi, il y a quelqu'un, un des chroniqueurs que je ne citerai pas, Adrien, qui a dit, on m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un court-métrage en 4/3 et que toutes les images soient symétriques parce que ça faisait Wes Anderson. Et donc, est-ce que c'est bien ça le style Wes Anderson? Quand on regarde ces images, est-ce que c'est des films en 4/3 et puis des images bien symétriques? J'ai pas l'impression. On a plutôt l'impression que... C'est les seules où elles sont pas symétriques. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. En tout cas, au niveau du format du film, donc, quand on parle de ratio, c'est pas du 4/3, donc le 4/3 c'est du 1/33. Là c'est plutôt du 2/35, donc c'est les images très allongées, c'est ce qu'on appelle cinémascope ou 2/35, ou alors du 1/85, ça c'est plutôt le 16/9, ce qu'on connaît sous le nom du 16/9 à peu près. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plus de films dans ces formats-là. Alors, je triche un peu, parce que certains de ces films, comme le Grand Budapest Hotel ou The French Dispatch, ils ont plusieurs formats, et même La vie aquatique. Et je crois il y a des moments, il y a du 4/3. En fait, ce qu'il aime bien faire, dans L'île aux chiens aussi peut-être, j'étais plus sûr de moi, je l'ai vu à un moment, mais ce qu'il aime bien faire, c'est quand on change de... Comment j'ai dit ça? Quand on change de plan dans le film, alors c'est pas de plan, de perspective, de plan narratif. Ouais, alors plutôt de plan narratif. Par exemple, quand on va passer dans le passé ou aller dans le futur, changer d'époque, il va changer de ratio. En fait, tu vas y avoir des moments où on va être en 4/3, des moments où on va être en noir et blanc, des moments où on va être en plein écran, des moments où on va... Voilà, Grand Budapest Hotel, c'est ça. Il y a aussi dans le French Dispatch, j'arrive pas. Je sais que c'est Dispatch, je n'y arrive pas. Dans The French Dispatch, je crois que c'est en fonction des histoires aussi, ça change de ratio. Enfin, voilà. De ratio, de colorimétrie, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà, il aime bien jouer avec ça. Mais il ne faut pas croire que le style Wes Anderson c'est du 4/3 parce que finalement, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on n'est pas habitué à le voir et quand on le voit dans son cinéma, du coup, on le retient. Exactement. Ouais, mais bon, ça prend quoi? Ça prend pas beaucoup de place dans le film, si? Non, c'est juste que ça marque. Oui, c'est ça. Marque. Okay. Il y a certains courts-métrages, par contre, Le Cygne et tout, là, et en fait, il a fait 4 courts-métrages pour Netflix assez récemment, là. J'en ai vu qu'un, j'ai vu que Le Cygne. Je sais pas si j'ai vu les autres, c'est sympa. C'est pas mal. Okay. Bon, c'est très Wes Anderson, du coup. Peut-être un peu trop. C'est ça. Mais du coup, c'est bien, t'en regardant de temps en temps. Moi, j'avais commencé et je me suis arrêté, tu vois. Ouais, ça t'a pas... après, je sais que je pense que je vais le faire un jour. Je le regarde en entier, mais il faut cette accroche. Parfois, c'est un match tout de suite, parfois pas, je sais pas. Et Wes Anderson, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Pour ce qui est de la symétrie, voilà ce qu'en dit un de ses collaborateurs. Petite vidéo. Il doit avoir une petite névrose là-dessus, mais sans que ce soit une volonté de symétrie totale. C'est pas tout le temps vrai. Il y a beaucoup de plans qui sont en symétrie, ça c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de plans qui cassent ces trucs-là et qui sont composés d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il n'y a pas de méthode pour Wes Anderson. C'est purement feeling. C'est tiens, cette scène-là, on va la faire différemment et on va la faire comme ça. Je voyais dans les compositions de certains trucs 2D où il casse complètement toutes les règles que moi j'avais appris à l'école de composition, des règles classiques de composition d'images. Et donc nous au début on se dit mais ça va être merdique. Puis on le fait, puis on se dit putain c'est trop bien. Et voilà. C'était qui ce monsieur? C'était un collaborateur, c'est un animateur je crois j'ai cherché dans le documentaire de Combini, allez le voir, qui s'appelle Le cinéma de Wes Anderson, qui est très bien. Okay. Je crois que j'ai pas trouvé son nom, ou alors j'ai loupé le synthé quand il le mettait, j'ai pas eu le temps de le retrouver. Mais voilà, il bosse beaucoup avec des Français, Wes Anderson. En revanche, alors oui, il y a quand même quelques plans symétriques qu'il fait dans son cinéma, là je vous en mets 2. Quand il les fait, c'est très symétrique. Voilà. Bon, il y a des plans très symétriques dans Wes Anderson quand même. Beaucoup plus que ça, mais voilà. Donc en revanche, on ne peut pas nier que son cinéma est très marqué et qu'il y a une vraie patte Wes Anderson. Certains s'amusent même donc à essayer de reproduire et de le coller à certaines œuvres existantes. Regardez plutôt. In a galaxy far, far away, prepare for a reboot like never before. This summer, Wes Anderson brings you a side of the Star Wars universe you've never seen before. The Galactic Menagerie.
Join this ragtag crew of unlikely heroes as they navigate the absurdity of the cosmos, challenge the Empire, and redefine what it means to be a rebel. Our mission is simple. We steal the Emperor's artifact, save the galaxy, and maybe find ourselves along the way. For this mission, we'll need lightsaber, blaster, thermal detonator, paper airplanes, spare parts, and R2-D2. With a star-studded ensemble featuring the galaxy's most eccentric cast, the Galactic Menagerie is the most delightfully offbeat Star Wars adventure yet. Starring Timothée Chalamet, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, William Dafoe, Adrian Brody, and Owen Wilson. Wow. Coming to theaters this summer, may the Force be with you. Ça donne tellement envie. Ça donne C'est envie. trop Bon, rigolo, ouais, ça me donne envie. ouais. Cette vidéo, elle a pas mal tourné il y a 2-3 mois. Je pense que c'est de l'intelligence artificielle. Ah Enfin, bah je sais là, pas, voilà, je en tout pense. cas, c'est bien cool. Moi, direct, Bien, ça me bien fait cool. penser à ça. Moi, je pense qu'ils en ont fait plein parce qu'il y en a eu un sur Harry Potter, Ouais, sur je plein pense qu'il y en de a films. plein. Ouais. Mais vu que c'est des réalisateurs qui sont très marqués, bah, Ouais. c'est facile de faire, De faire c'est ça. de faire un peu leur. Voilà. Mais C'est ça. c'est bien sympa en tout cas, Ouais, ça c'est donne envie de le rigolo. voir. Hein. Ouais. On a bien envie que. Fasse une... Non, alors peut-être pas une série Star Wars, mais un épisode Star Wars. Comme ça. Pas long, tu vois, mais genre 20 minutes. Voilà. Non, arrêtez avec Star Wars Disney, s'il vous plaît. Alors, si c'est pas de la symétrie et le ratio d'image, c'est quoi le style de Wes Anderson finalement? Eh ben moi, j'ai cité quelques trucs, vous allez en citer d'autres si vous voyez, mais voilà. Donc, un jeu d'acteurs monocorde, le jeu des acteurs de Wes Anderson, il est très reconnaissable. Il est légèrement perturbant au premier abord. Hein, c'est un peu ce que tu nous disais, Fred aussi. Ces personnages, ils semblent toujours lucides et complètement détachés, et souvent très sérieux, même les enfants. Ce qu'on voit dans Moonrise Kingdom. Oui, complètement. Voilà, mais flegmatique, je dirais. C'est ça. C'est en fait, ça. ça fait très anglais. Il y a un côté très anglais, ouais, c'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tasse Pourtant, de il est thé, pas anglais des du tout, gâteaux, hein. et c'est bon. Mais voilà. C'est un univers qui est toujours fantastique. Alors, l'univers de Wes Anderson, il ne se situe pas dans notre monde, même s'il y a des similitudes. Il aime utiliser des pays imaginaires comme le Zubrovska dans Grand Budapest Hotel ou Megazaki dans L'île aux chiens. Quand on est dans un pays qui semble être dans notre monde, il s'y passe souvent des choses extraordinaires, comme dans La vie aquatique et son requin léopard. Je crois que c'est un requin léopard. C'est ça. Ou Moonrise Kingdom avec Sam qui se prend un éclair dans la figure, mais qui va quand même très bien. Avec les éclairs. Voilà, c'est... Il y a des décors et des costumes incroyables. Wes Anderson ne laisse jamais rien au hasard. Chaque objet, chaque costume que vous voyez à l'écran a été réfléchi et recherché méticuleusement par Wes Anderson et ses équipes. Beaucoup, lui. Il s'investit vachement là-dedans. Il aime particulièrement les uniformes. Boy Scout, par exemple, dans Moonrise Kingdom. On a Groom dans le Grand Budapest Hotel. On a Marin dans La vie aquatique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, La vie aquatique. Ouais, super bien. Je l'ai vu hier. J'ai loupé celui-là. Trouvé aussi. Super bien. Ouais. Les couleurs, il a des couleurs franches et souvent très pastel. Le pire, c'est Asteroid City. J'ai pas d'image, mais c'est très trop pastel même. Je dirais. Ouais. Je l'ai vu l'autre jour. J'ai dit, voilà. Et il n'hésite pas à utiliser des maquettes pour reproduire les environnements dans lesquels évoluent ses personnages. C'est fou. Et ça, je trouve ça trop bien. Ouais. Et c'est là. Alors, au départ, j'ai pensé que c'était au moment où il s'est mis avec. Enfin, quand il a fait son premier long métrage d'animation, donc Fantasy Mr. Fox, où il s'est dit je vais commencer à utiliser des trucs de l'animation pour mes films, mais en fait il le faisait déjà dans La vie aquatique et j'ai pas vu Tenenbaum, mais voilà. Donc ça fait partie un peu aussi de son style. Des mouvements de caméra particuliers aussi, notamment les travelling, mais d'autres choses, on en parlera tout à l'heure. Et puis de l'extrême précision dans la composition de ses plans. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Les mouvements de caméra, mais j'en parlerai tout Ouais, à l'heure. ouais. Mais une bande-son aussi. Une bande-son spécifique. très réfléchie, ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y pense vraiment. Et je sais qu'il donne à ses acteurs toute une playlist en disant tiens, ça c'est la bande-son du film, allez, on y va. Ouais. Voilà. Et puis il compose ses plans en fait. On sent que ce qu'il met dedans, il y a ça un fait sens vraiment pour comme lui. des peintures. C'est ça fait vraiment. C'est ça en fait. Il y a une sorte d'art pictural dans les images qu'il fait qui est magnifique. Carrément. Art pictural dans les images. Très beau. Mais tu l'as tellement. On s'est compris. Tu l'as fait à Wes Anderson. Vraiment bas de C'était un peu redondant. C'était une redondance cyclique même, tu vois. Je pense que vous avez bien résumé, moi. Voilà. Je peux rien rajouter. Alors, la famille. La famille, c'est aussi, ça fait partie du cinéma de Wes Anderson, c'est au cœur de tous ses films. La famille, c'est une particularité de son style, et c'est vraiment, dans chacun de ses films, on en parle,
Donc, elle est souvent dysfonctionnelle, souvent décomposée. Les personnages qui composent ces films se retrouvent souvent malgré eux à devoir collaborer alors qu'ils sont totalement différents et devenir une nouvelle famille. On le voit dans Moonrise Kingdom, on a un orphelin et puis qui à un moment va avoir sa famille avec les scouts et avec sa femme à la fin. Et le policier qui l'adopte. Comment ? Et le policier qui l'adopte, c'est vrai que j'avais oublié les détails, mais oui, totalement. Cette particularité, elle traverse aussi l'écran. Il ne vous aura pas échappé que les acteurs de Wes Anderson se retrouvent la majorité du temps dans tous ses films. Et quels acteurs ? On a Owen Wilson qui apparaît très souvent, on a Bill Murray, on a Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Edward Norton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe. J'en ai pas cité la moitié, je pense. C'est un truc de fou et ils sont fidèles au poste. Il y a Adrian Brody aussi qui revient régulièrement, il y en a plein. Il y en a des fois qui sont pas dans un film mais qui vont revenir dans le film d'encore après. Voilà. C'est trop bien. En fait, il arrive à fidéliser ses équipes collaboratives. C'est la famille. Mais en fait, on sent qu'en fait les acteurs sont contents de venir tourner pour lui en fait. C'est ça. Et c'est super cool. C'est ça. Il y a aussi. Ils n'ont pas trop envie de laisser la place, j'ai l'impression. Tu vois. Bah ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la petite victoire quand tu as tourné dans un film de Wes Anderson. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. Donc, s'il est fidèle devant la caméra, Wes Anderson l'est aussi derrière, puisque les artistes qui l'entourent sont souvent avec lui sur chacun de ses films. On pense chef décoratrice, alors je sais plus les noms, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Et puis aussi le compositeur, je disais Alexandre Desplat, qui le suit depuis Mr. Fox. Ouais. Voilà. Après, ça doit être facile, t'imagines, pour le gain de temps. Mais c'est ça, tous les réalisateurs n'arrivent pas à faire ça. Alors, on a des gens comme Spielberg, il a toujours le même chef opérateur, par exemple, depuis la liste de Schindler, ou le même compositeur, mais les autres collaborateurs, ils changent un peu. Lui, c'est toujours les mêmes. Je trouve ça trop bien. Moi, en fait, quand j'ai voulu faire du cinéma à la base, c'est un peu ce qui me faisait rêver aussi, c'était d'avoir une famille cinéma. Et à l'époque de Noël, c'est beau de parler de famille. Bah oui, c'est ça. Ça me fait pleurer. C'est un peu ma famille maintenant. La famille cinéma. Et nous aussi, on est une famille ici, autour du jeudi. Le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est la France. La France est très présente dans les films de Wes Anderson aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué en les regardant. La baguette. La baguette. Non, mais si. Alors, j'ai pas tout relevé. Je sais qu'il y en a à peu près dans tous ces films. Il y a au moins un truc français. Une référence française. Une petite référence. On peut penser à la Méhari et l'hôtel Citroën dans La Vie aquatique. On peut penser à Hôtel Chevalier à bord du Darjeeling Limited. Donc, c'est le petit court-métrage qui est avant À bord du Darjeeling Limited, où il y a une chanson en français et ça se passe à Paris. C'est un film avec Nathalie Portman et Jason Schwartzman. Je vous invite à le voir si jamais. La chanson de Françoise Hardy là, pour Moonrise Kingdom, voilà. The French Dispatch. Dispatch. J'ai marqué Dispatch. Tu vas mettre 10 € à chaque fois. French Dispatch, évidemment, qui se passe à Paris. Et puis Alexandre Desplat, qui est français. Non, Desplatch. Donc en fait, il a plein de collaborateurs français. On a vu là un gars qui parlait tout à l'heure dans le reportage. Si vous regardez le reportage, il y a aussi une fille qui parle français qui est avec lui. Voilà, donc c'est... Il y a aussi Monsieur Gustave aussi dans Grand Budapest Hotel. Oui. Monsieur Gustave. Oui, c'est ça. Non, mais oui. C'était très à la France. Mais c'est partout. Et en fait, il y a souvent il y a des petites enseignes où il y a marqué un truc en français. Il y a toujours du français dans tous ces films. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il aime la France. A vécu en France. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il y vit encore. Non, il a toujours une résidence en France, bien sûr. Oui, c'est pas gratuit. Quoi, donc voilà. Pour moi, c'est un peu ça le cinéma de Wes Anderson. Je ne sais pas comment le conclure comme ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus. Non, moi, ce que je voulais conclure, mon petit point où je voulais conclure, c'est que. Sauf si vous n'avez rien d'autre à dire, c'est bon. Non, c'est bon. Qu'il parle ou qu'il se taise. Jamais. Non, mais parce que j'enchaînais vite mon idée, c'est pour ça que je voulais juste être sûr que vous étiez bon. En fait, ce qu'on disait, c'est que toi, là, tu as vu Moonrise Kingdom et tu as dit, ah purée, ouais, je connais, en fait, c'est du Wes Anderson. Ouais, ça reste très bien. Et ça reste très bien. C'est ouf. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas être un peu comme Tim Burton ou comme tous ces réalisateurs qui ont des grosses pattes? Et moi, c'est vraiment la chose qui me fait peur sur Wes Anderson. Pareil. Voilà. Donc, Mathias moi, attend qu'il nous surprenne, c'est ça. Qu'il sorte encore des trucs comme ça. Mais voilà. Puis que ça devienne trop, et du coup, c'est ce que ça devienne moins bien. Parce que Tim Burton, c'est devenu moins bien. Spielberg, c'est devenu moins bien. Spielberg, il a des hauts et des bas, mais les derniers, c'est très bien. Non, mais enfin, voilà. Cameron, c'est mieux en mieux, par contre. Putain, voilà, Cameron. Comment il s'appelle sacré bataille. Alien, là Ridley Scott. Ridley Scott. Ah non, mais là, alors lui, il faut qu'il arrête. Non, mais il a un âge, tu vois. Un âge, faut arrêter, il a 80 ans. Stop, papy.
Voilà, on va passer aux 3 questions sûres et vous allez pouvoir jouer avec nous. Chouette. Chouette, chèche. Chouette. Alors, le 3 questions sur Moonrise Kingdom. Bon, c'était facile. Et du coup, je commencerai par mon rapport au film. Parce qu'on m'a pas demandé mon avis, du coup je vais le donner. Mon rapport au film, c'est simple, c'est qu'il y a 1 mois et demi, je ne connaissais pas ni Moonrise Kingdom ni le cinéma de Wes Anderson. J'avais jamais eu l'occasion de regarder un de ses films. Et j'ai regardé le film pour l'émission, et entre-temps, j'ai regardé une dizaine ou une douzaine de films de Wes Anderson, et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Jusqu'à en vomir. Je l'en peux plus. Je voyais symétrique après. Donc je vous propose de jouer avec 3 questions. Et une première question, c'est bien parce que vous avez été bien briefé par Sylvain. Attendez. Parce qu'il vous a parlé un petit peu de Wes Anderson, de sa façon de faire des films. Et donc la première question va s'afficher dans le chat maintenant. La première question, c'était savoir quelle personne avait le plus travaillé avec Wes Anderson. Et moi, je dirais Jason Schwartzman. Bill Murray. Schwartzman, Bill Murray. Schwartzman. Alors, on a 2 Schwartzman, 2 Murray, c'est ça? Jason Murray. C'est des plats. Et c'est Bill Murray. C'est Bill Murray. Avec 9 participations. J'ai hésité. En plus, j'ai vu. Alors, si vous allez sur, parce sur Wikipédia, ils ont fait un tableau où il y a tout. Combien de films ils ont fait chacun. C'est vrai. Et j'ai consommé de ce tableau pour faire le. Schwartzman est combien de thèmes? Il a fait combien de films? J'ai pas le décompte, mais en fait, pourquoi je pose cette question? Voilà, du coup, on sait pas. Ça s'ouvre, c'est pas. Je crois que c'est 7, mais on vérifiera après. Ça marche. Pourquoi je pose cette question? En fait, c'est parce que je voulais souligner aussi l'effet famille. Et Sylvain en a très bien parlé sur la présentation de Wes Anderson. Alors, le questionnaire suivant est en train de se préparer, donc. Voilà, je vais vous lire la question. La question, elle va arriver juste après. La question est, donc dans ce film, avant de poser la question, je vais juste mettre un peu de contexte. Dans ce film, j'ai remarqué qu'il y a des personnages qui n'ont pas de nom, mais plutôt des fonctions. Et on pense notamment à action sociale. Et donc, j'ai une question concernant l'action sociale. Selon vous, est-ce que la présentation de l'action sociale aux États-Unis dans les années 60 est crédible dans le film Moonrise Kingdom? Évidemment. Est-ce que je peux répondre? La question va arriver. Alors, même la question est un peu trop longue, visiblement, pour l'outil de questionnaire. C'est pas grave. Est-ce que l'action sociale aux États-Unis est crédible? Vous pouvez répondre oui ou non dans le chat. Vous pouvez répondre oui ou non. Le questionnaire commence maintenant. Ah oui, c'est rentré. Est crédible. Pose une question. À quel niveau? Voilà. Au niveau de la crédibilité, principalement. Oui, hein. Au niveau du chou rouge. Non, mais tu veux dire physiquement? Tu veux dire au niveau de l'instance qu'elle représente? Oui. Au niveau de la dureté avec laquelle elle traite la situation? Non, je parle pas de action sociale, je parle de l'action sociale. Eh oui. De ce qu'elle propose en 1960. comme solution. Genre, il va être... Aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les années 60. Quoi. Ouais, moi je pense pas. Je pense que c'était plus méchant. Ok. Très bien. Ouais. Eh ben, je vous propose de regarder une réponse d'expert, parce que il se trouve qu'on avait un expert sous la main. Et voici la réponse. Allô, Capitaine Sharp, Action Sociale à l'appareil. Je vous appelle à propos de Sam Chakouski, pupille de la Nation. Je crois qu'il est sous votre surveillance. Parlons un peu d'action sociale. Ce personnage qui fait un petit peu peur. Vous deux, vous êtes vraiment les plus incompétents parmi tous les gardes d'enfants que l'action sociale ait jamais eu le malheur de rencontrer en 27 années de carrière. Alors déjà, dans les années 60 aux États-Unis, il faut savoir que la protection de l'enfance, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas particulièrement des enfants parce qu'ils vont pas bien ou parce qu'ils vont bien. Par contre, on s'occupe des orphelins. Et en particulier des orphelins de guerre, puisque je rappelle que 1965, c'est en plein pendant la guerre du Vietnam. C'était pas ma guerre! Donc c'est une année un peu charnière. Les années 60, c'est une année où, avant ça, les enfants sont vraiment à l'orphelinat, et après les années 60, il y a de plus en plus de mouvements qui montrent des modifications assez importantes de la prise en compte des enfants. Donc dans les années 60, on s'occupe des orphelins, on s'occupe pas du tout des autres. D'ailleurs, à un moment, il y a une scène où Action Sociale, elle dit voilà, je vais m'occuper du petit Sam, mais par contre, pour la fille, est-ce qu'elle a des parents? Elle pose clairement la question.
Le commandant de police répond oui, elle a des parents. Elle dit c'est pas mon problème. Peut-être a-t-elle besoin d'aide également, mais ça n'est pas notre travail. Effectivement, la question des enfants en difficulté d'éducation, mais s'ils ont des parents, c'est pas le problème. À cette époque, la question c'est les orphelins, il n'y a que deux façons de s'occuper des orphelins. Soit ils sont dans des familles d'accueil, ce qui est le cas du petit Sam au début du film, soit ils sont dans des orphelinats. Et alors les orphelinats par contre, c'est clairement un énorme problème, parce que les enfants sont plusieurs centaines, tous au même endroit. Et on sait depuis qu'il y avait effectivement de gros niveaux de maltraitance avec des enfants qui étaient très peu nourris. En plus, à l'époque, en Amérique du Nord, il y avait des financements spécifiques pour les handicapés mentaux. Du coup, pour obtenir des sous en plus, être orphelin, ça suffisait pas. Du coup, ce qui se passait, c'est que les personnes disaient, en plus ils sont déficients intellectuels, donc ils obtenaient des sous en plus pour l'orphelinat, et il y avait des électrochocs, on en entend parler dans ce film. La commission exige une évaluation psychologique pour déterminer si l'enfant a besoin ou non d'un traitement institutionnel ou bien d'une thérapie par électrochoc. Excusez-moi, électrochoc, vous dites? Pourquoi aurait-il besoin de ça? Il n'est pas violent. On leur faisait des électrochocs, des lobotomies, etc., etc. Alors qu'en fait, ils allaient plutôt bien. C'est juste qu'ils étaient dans des conditions horribles. Ils mangeaient leur vomi, tout ça. Je vous passe un peu les détails. Donc les orphelinats, c'était horrible. Il y en a un qui est très, très, très connu, qui date de cette époque. C'est l'orphelinat de Jersey. Le directeur de l'orphelinat s'appelait Colin Tilbrook. Il le dirigeait comme un camp militaire. Tilbrook était un homme très strict et très agressif. Il ne vous parlait pas, il vous criait dessus. On avait changé les paroles d'une chanson sur Jack l'Éventreur. Un homme marche dans les couloirs tard dans la nuit. Monsieur Tilbrook, avec son petit sac noir et son bureau tout sombre. Monsieur Tilbrook, Monsieur Tilbrook. Dans ce film, il y a un basculement, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. C'est le moment où les scouts passent du côté de Sam. C'est-à-dire qu'au début ils sont plutôt en train de l'exclure, etc. Et ils le font quand? Ils le font au moment où ils se rendent compte que c'est un orphelin et qu'il ne pourra plus retourner dans sa famille d'accueil. Notre troupe s'est montrée lamentable envers Sam Chakouski. Nous avons agi comme des abrutis malfaisants. Déjà à cette époque-là, on sait qu'il ne faut pas aller dans les orphelinats. C'est des endroits dangereux, c'est des endroits agressifs, c'est des endroits... etc. Et du coup, le film, il bascule à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il décide de les aider. Et je trouve que c'est assez représentatif des années 60. Alors, représentatif de l'enfance dans les années 60, parce que pour le reste... tout ce qui est Malcolm X, guerre au Vietnam, tout ça, ça apparaît pas du tout dans le film. Mais pour ce qui concerne les enfants, on sait déjà à l'époque qu'il faut pas envoyer les enfants à l'orphelinat, et c'est sans doute pour ça que la bande de scouts décide d'aider Sam et non plus de le rejeter. Alors, ouais, c'était un peu glauque. C'est trop marrant parce que moi j'avais répondu non. Ouais. Parce que j'imaginais que c'était un truc aussi horrible. Et en fait, dans le film, c'est pas. C'est dit, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est dit, mais l'horreur est décrite et dit, voilà, en effet, il y a les électrochocs. Mais moi, tu te j'avais rends pas complètement oublié, quoi. Ouais, moi aussi. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est horrible. Peut être horrible. Bien sûr. Si, moi, ça m'avait marqué. Toi, le fait qu'elle dise qu'elle veut l'interner, même. Ah oui, tout ça. Ça m'avait marqué quand même. Et bizarreté, tu vois, mais je savais pas ce qu'il y avait vraiment derrière. Ça passe un petit peu dans le... Ouais, non, mais c'était un chouette sujet, j'avoue, là. Tu m'as calmé, tu vois. Je limite, t'ai calmé, dis-le à Sam. Sam, tu l'as calmé, ok. Merci. Tu m'as calmé. Petite précision, l'orphelinat de Jersey dont il parle, c'est pas aux États-Unis, c'est en Angleterre, en fait. C'est une île qui est entre la France et l'Angleterre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de Français qui étaient là. Voilà, mais c'est un exemple de ce qui pouvait se passer. Il y avait d'autres choses de la même sorte, mais aux États-Unis. Voilà. Et tu vois, du Wes Anderson en gore. Un film d'horreur, je pense que ça pourrait être vraiment sympa, non? Un film d'horreur, Wes Anderson, non? Complètement. Bah moi ça changerait. Déjà on va essayer de finir celui qu'on est en train de faire si vous voulez bien. L'émission de l'horreur. Et je pense qu'il y avait une troisième question. Oui, alors simplement avant de passer à la troisième question, déjà un grand merci à Olivier qui est formateur en travail social et qui a fait des recherches pour pouvoir nous présenter ce petit topo sur les orphelinats dans les années 60 aux États-Unis. Et puis merci aussi à Sylvain qui s'est occupé de la prise de vue, du montage, etc., etc.
Et, merci à Tom Dulac. Voilà. Et aussi à Tom Dulac qui a participé. Bah, bravo les gars. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, ça m'a halluciné à quel point Wes Anderson accorde de l'importance aux détails. Parce qu'en fait, c'est juste un personnage qui passe par là, action sociale. Alors, ok, c'est traité comme une fonction, mais au premier coup d'œil, j'avais pas l'impression que c'était si précis. Voilà. Peut-être on pourra en reparler plus tard du détail chez Wes Anderson. Sûrement. Voilà. Ah bon ? Donc, qui sait ? On va passer à la troisième question. Et la troisième question, elle arrive directement sur le chat. Y a-t-il aujourd'hui encore un intérêt d'écrire à la main ? C'est un oui ou non. C'est assez facile. Vous donnez votre avis. Et ensuite, on en parle. Encore une fois, j'ai plus de téléphone, mais... Tu n'as plus de téléphone, mais peut-être que tu as un avis. J'ai un avis, mais je le dirai après, du coup, je laisse répondre un peu. Très bien. Est-ce que tu peux l'écrire ? Ok, alors qu'est-ce que ça donne sur le chat ? Est-ce qu'on a des oui ou des non, des pourcentages ? Je ne le vois pas d'ici. Je peux vous dire qu'on est à 100% oui. Hein. On est à 100% oui. Alors c'est super, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'écrire à la main, ça a encore un intérêt. Alors peut-être Sylvain, ton avis ? C'était oui ? Oui. C'était oui. Très bien. Et alors là, j'ai pas de réponse d'expert, mais je me suis déguisé en expert. Vous allez voir, ça le fait qu'à moitié. Et ce n'est pas une vidéo. Non, en fait, simplement, j'ai cherché un petit peu, et puis il y a quelques études. D'un point de vue neurologique, l'écriture manuscrite développe plus de compétences que l'écriture tapuscrite. Ce mot n'existe pas. Je l'ai inventé. Tapuscrite ? Si, j'ai déjà entendu ça tapuscrite. C'est vrai. Depuis très très longtemps. Ouais. J'ai inventé un mot qui existait. Ouais, T'es trop fort, Sam. Je connais ce mot-là depuis le CM2. Alors, il y a plusieurs zones du cerveau qui s'activent quand on écrit à la main, alors que pas du tout quand on écrit avec un ordinateur. L'écriture manuscrite nous aide à construire notre pensée, et ça donne plus de sens aux phrases ça nous aide à donner plus de sens aux phrases que l'on est en train d'écrire. Pour les prochaines chroniques des Retours du jeudi, du coup, je vais les écrire à la main. C'est décidé. On gagnera en qualité. Alors, et donc, écrire sur papier, ça nous coûte plus, on réfléchit plus, on s'applique plus, parce que quand on fait des erreurs, c'est plus compliqué à corriger. Et dans le cas d'une correspondance, il y a aussi l'attente de la lettre. Et puis ça peut aussi attiser le désir de se revoir aussi. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de tout ça finalement, l'écriture, quel est finalement l'intérêt d'en parler ? Alors non, ce n'est pas pour faire la pub de l'excellent documentaire d'Arte sur l'écriture. En 3 parties, il est vraiment génial. Mais c'est parce que Wes Anderson a demandé à ces 2 jeunes acteurs d'entretenir une correspondance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont envoyés des emails. Et donc, dès qu'ils s'en est aperçus, il leur a dit non, vous n'avez pas compris ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de vous écrire à la main et à l'ancienne pour pouvoir les mettre dans le jeu qu'ils auront à donner à l'écran. Tout à fait. Comme quoi, il fait gaffe aux détails. Ah non, mais c'est ouf. Hein. Non, mais c'est bon. Trop bien, merci Sam, c'était la dernière. Merci Sam. C'était la dernière question du 3 questions sur. Je rebondirai d'ailleurs dessus. Moi, j'ai écrit quand même pas mal de cartes postales. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez écrit des cartes postales. Ah oui. Si, ça vous arrive ? Si, bah oui, bien sûr. Au papy mamie. Ouais, bah quand j'étais petit, j'avoue que j'ai du mal à écrire. J'écris mal. donc voilà, donc je n'écris pas. Taper. Je mets juste le timbre et j'envoie, c'est tout. Moi, j'adore écrire à la main. Moi, j'ai une micro-correspondance avec Michel Butor. Qui c'est Michel Butor ? C'est un écrivain. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, il était de mon village. Enfin non, il a pas là. Non, je lui mettais. En fait, c'est papy. Il est de ma famille. Non, c'est son papy. Non, il habitait dans le village dans lequel je suis né, à Lucinge, en Haute-Savoie. Et d'ailleurs, il est décédé. Donc il y a le musée Michel Butor. Et je l'avais contacté quand je faisais les études de prof, parce qu'il y avait un recueil de poèmes dans la liste des œuvres à voir. Et Verger d'enfance. Et il me écrivait des lettres magnifiques. Et qui composait lui-même, c'est-à-dire qu'il faisait des collages. Non mais je vous les ramènerai. Non mais le mec, on fera un documentaire sur ça. Ah, mais trop bien. Ça vaut de la thune. Non mais honnêtement, ouais, je suis très attaché. Tu les as toujours du coup. Ah, ouais, bien sûr. C'est ça aussi l'avantage du manuscrit, c'est que ça se garde. Ouais, c'est vrai. Alors que le tapuscrit, à un moment, c'est pas le même. Pensez à supprimer vos spams. Ok, alors, eh bien.
On va avancer un petit peu. Ouais. Et on va partir sur... On est dans les souvenirs, là, on va partir sur les souvenirs d'enfance avec Chèche qui nous a concocté une petite vidéo où on va se livrer. Allons-y. Je devais avoir 3-4 ans. Oui, il s'appelait Calvin. Alors l'âge, c'était avant que je déménage et que j'arrive là où j'ai vécu toute mon enfance, c'est-à-dire donc je devais avoir 4 ans maximum. Oui, Karine, avec un K, comme Karine. Je me souviens très bien, je devais avoir 14 ans. C'était une relation à distance. Elle s'appelle Nour. Alors en fait, je m'en souviens pas. Vraiment, parce qu'apparemment c'était en maternelle, parce que mes parents me parlaient de ça, je m'en souviens pas du tout. Mais moi je me souviens très bien, je dirais vers 8 ans. Oui, il s'appelait Samuel. Pas vraiment. Je sais juste que j'ai eu une période où tomber amoureux c'était quelque chose de régulier. De la maternelle au début du primaire. C'est assez flou, mais je crois, je dirais entre 3 et 7 ans, c'est l'euphorie. Ouais. Donc il y a eu Audrey, Maude, Inès, Amélie, qui était la cousine d'Audrey, mais elle s'entendait bien, Fanny, Marie, et Jean-Paul. Tonton, comment on t'appelle? Moi, je suis tombé amoureux la première fois, j'avais 12 ans. Elle en avait 16, et c'est une très belle fille. Je me rappelle même de son nom, elle s'appelait Marie-Vonne Le Marchand. Voilà. Je me rappelle, j'ai un pauvre souvenir, c'est que je me rappelle qu'à chaque fois que je partais, je lui faisais un bisou sur la joue. Et je sais que cette magnifique histoire s'est terminée parce qu'en fait, je voulais plus être amoureuse de lui parce qu'il avait le nez qui coulait. Sauf qu'à mon avis, tous les enfants à cet âge-là ont le nez qui coule. Mais voilà, c'était une raison de rupture. Je me souviens que c'est la première fille que j'ai embrassée. Je crois que comment on s'est mis ensemble, elle s'est assise un jour à côté de moi et puis on a discuté 10 minutes et puis paf, on était ensemble. Mais ça a duré 2-3 ans, quand même. Il y a un moment, on était chez elle pour son anniversaire et il y a tout le monde qui se moquait de nous parce qu'on était amoureux. Mais c'est pas grave, on restait amoureux quand même. Voilà. Anecdote, c'est que notre relation était principalement basée sur Skyblog, Skype et Abo Hotel pour ceux qu'on connu. Elle habitait Paris et on est resté ensemble 9 mois. J'étais monté la voir, on s'était rencontrés, c'était super bien passé. Et peu de temps après, en fait, on avait décidé d'arrêter la relation parce qu'on passait notre temps à se prendre la tête. Mais voilà. Bah oui, il l'a jamais su. Parce que en fait, moi j'étais très timide et qu'au grand jamais, j'aurais jamais rien dit. Donc voilà, je l'aimais secrètement pendant des années. Et ça s'est arrêté à peu près en 4e. Parce qu'on a joué à Action ou Vérité dans le car, il allait embrasser une autre, et je me suis dit arrête, tu te fais du mal. Ouais. On va le retrouver, on va lui péter sa gueule. Ouais, grave. Et bah, ce qui est marrant, c'est que ils ont à peu près tous en commun que c'était quand même très en avant sur ce qui se passe normalement à cet âge-là. Par exemple, je me rappelle qu'avec Amélie, sa grande sœur nous utilisait concrètement comme des poupées pour reproduire l'acte amoureux. Je sais que Maude, ça a été la découverte de l'intimité précoce. Je sais que Inès, on avait fait une pièce de théâtre de retour de boulot, tu sais, genre chérie, je suis rentrée, avec l'autre allongé sur le lit et qui se jette sur l'autre. On l'a joué devant ses parents. Et je crois que c'est tout. Mais ça a à peu près tout en commun que c'était quand même très porté sur ce qui se passe après normalement. Ouais, c'était une très belle période. On se retrouvait
On passait tout l'été ensemble sur une plage, c'était en Algérie. Et il n'y avait pratiquement personne sur cette plage. On avait un transistor, on écoutait un jeune chanteur qui avait à peu près son âge. Il n'était pas connu à l'époque, c'est un certain Johnny Hallyday. Et voilà, qui passait sur Radio Monte-Carlo. Donc on passait tous nos étés ensemble. Et j'étais assez malheureux parce qu'elle était interne à l'époque à Constantine, donc elle partait, je la voyais que pendant les vacances. Mais on passait toutes les vacances ensemble. Et ça durait 2 ans. Et je ne l'ai plus jamais revu. C'est un très beau souvenir. Merci Cécile. C'était trop mignon. C'était trop chouette. Et de rien. En fait, merci aux grenouilles surtout. Merci à toutes les grenouilles qui ont participé gentiment. C'est un premier jet, donc voilà. C'était cool. Et merci surtout. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, c'est pas du tout répété les témoignages. C'était un one vraiment shot, quoi. Voilà, spontané. Donc c'était chouette. Et merci beaucoup à Rémi qui a fait le montage. Oui. Merci Rémi. Et qui est ce soir à la régie pour la première fois. Merci Rémi. Et la prochaine fois, vous aurez la version de Fred. Ouais, ça risque de prendre un peu plus de temps. Quand même. Oh là là, le c'est pour ça qu'on t'a prévu une émission entière. Chèche, on va parler des personnages maintenant, parce que je crois que c'est ce qui te plaît dans les films en général. Oui. Alors en fait, non, mais tout à fait. En fait, je me suis rendu compte, tu vois, parce que tu disais quoi ? Je pensais que t'étais de mon côté sur Moonrise Kingdom, parce que effectivement, j'adore ce film, mais c'est le fait d'avoir dû écrire sur les personnages qui m'a un petit peu fait rétro-pédaler. C'est étonnant. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ou t'as manuscrit ? J'aurais peut-être dû manuscrire. Donc, je vais vous parler des personnages du film The Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom, tout court d'ailleurs. Donc, le premier personnage dont je vais parler, c'est Suzy, qui a 12 ans, qui est l'aînée de 4 enfants. Donc, elle a 3 petits frères. Et donc, on la voit chez elle en train de regarder avec ses jumelles pendant qu'ils jouent. Donc, on doit avoir une image où ils font ça. Voilà. Et on devine en fait que Suzy, chez elle, elle s'ennuie beaucoup. Et il y a quelque chose de lourd entre elle et sa mère. Parce qu'elle a compris que sa mère avait un amant et que c'est le chef de la police, le capitaine Sharp. Donc voilà, elle observe souvent sa mère avec ses jumelles. Voilà, donc on la sent pas super heureuse, Suzy. Et on comprend aussi qu'elle n'a pas forcément de véritable amie à l'école et que chez elle, elle ne trouve pas assez d'attention. Attention que tout d'un coup lui prête Sam, que l'on voit là. Donc elle correspond avec Sam par des lettres et elle décide de fuguer avec lui. Donc dans son caractère, je dirais que Suzy est très sérieuse, elle parle presque comme une adulte, elle est attachée aussi à des objets qu'elle emmène lors de cette fugue, comme ses jumelles bien sûr, les livres de la bibliothèque et le tourne-disque de son petit frère. Donc on reviendra un petit peu sur justement le caractère de Suzy et ce côté presque adulte quand on aura déjà parlé aussi de Sam, qui est le deuxième personnage. Donc Sam, j'ai pas dit le nom de l'actrice qui joue Suzy, c'est Cara Hayward. Qui joue super bien. Qui joue super bien. Et donc celui qui joue Sam, c'est Jared Gilman. Et Sam, donc pareil, lui, il a 12 ans. Il est orphelin. On doit avoir une photo de Sam, je pense. Voilà, celle-là. Il vit donc chez une famille d'accueil qui se préoccupe pas beaucoup de lui. Même pas du tout. Il passe beaucoup de temps chez les scouts, mais il n'est pas vraiment intégré dans la troupe. Les autres le qualifient de bizarre. Donc il tombe instantanément amoureux de Suzy lorsqu'il la voit dans son costume de corbeau lors d'une représentation théâtrale. Donc lui aussi se comporte comme un adulte, il parle très sérieusement, il s'exprime très très bien. Et il se montre très dégourdi pour se débrouiller dans la nature, le petit côté scout. Voilà. Et voici un petit extrait vidéo donc, d'une discussion entre Suzy et Sam. Donc, ils parlent de leur avenir et d'une façon très très sérieuse, comme je vous disais. Allô, capitaine Sharp, Action sociale à l'appareil. C'est pas ça. Je vous appelle à propos de Sam Chakouski, pupille de la Nation. Eh bien, ce n'était pas eux. C'est pas ça. Ça, c'est l'action sociale.
Parlons un peu d'action sociale. Ce personnage qui fait un petit peu peur. Le moment triste. Vous êtes vraiment les plus incompétents parmi tous les gardes d'enfants que l'action sociale... On revient à Sam, qui est dans sa barque et qui va causer à Suzy de ce qu'elle veut faire dans la vie, normalement. Si ça marche. Si tu nous reçois. Pourquoi tu te sers tout le temps de jumelles? Ça m'aide à voir les choses de plus près, même si elles sont pas vraiment loin. Je fais comme si c'était mon pouvoir magique. C'est une forme de poésie. Un poème n'a pas besoin de rimer, tu sais. Il doit juste exprimer l'imaginaire. Et qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grande? Je sais pas. Partir à l'aventure, je crois. Sans rester coincé quelque part. Tu veux faire quoi, toi? Moi aussi, partir à l'aventure. Moi aussi, pas rester coincé. Mais bon, on peut pas prévoir l'avenir avec précision. Non, c'est vrai. Voilà, un dialogue qui, entre deux enfants de 12 ans, qui, je pense, dans la vraie vie, n'existe pas, mais du coup, dans ce film, voilà, ça résume bien le caractère des personnages, je trouve. Le capitaine Sharp, donc, qui est joué par Bruce Willis. Donc lui, il se voit confier l'enquête pour retrouver les 2 fugueurs. Il est l'amant de la mère de Suzy, et c'est un adulte qui reste calme, qui semble encaisser les remarques désagréables. Il se soucie du sort de ses 2 enfants, et il finira même par adopter Sam, qui se retrouve rejeté par la famille d'accueil. Donc il ne manifeste pas beaucoup ses émotions, même quand il se fait larguer d'ailleurs, mais il est au final pourvu d'un grand cœur. Il y a un côté aussi très flegmatique, il va mener l'enquête toujours sur le même ton, etc. Le personnage suivant, c'est le chef de troupe Ward, qui est joué par Edward Norton. C'est zippé de l'intérieur. Très drôle dans son rôle. Et il mène la troupe des scouts kaki et il paraît complètement dépassé par tous les petits garnements. Il se montre lui aussi quand même très préoccupé par le sort des 2 enfants et en particulier par le sort de Sam, bien sûr. Parce qu'il réalise quand même qu'il ne connaissait pas sa situation sociale et il se sent coupable. Donc il va tout mettre en œuvre pour essayer de le retrouver. Notamment, il s'enregistre voilà, pour tenir un journal de bord. Pour tenir un journal de bord sur l'avancée de l'enquête et tout ça. Ouais, c'est vraiment très drôle, toutes ces scènes-là. En fait, c'est tellement drôle comme les enfants, ils se prennent pour des adultes et les adultes, ils se prennent pour des enfants. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un côté... complètement dépassé, j'en parle un peu après, justement avec les autres adultes, parce que donc il y a les parents de Suzy, Walt, Bishop et Laura, donc joués par Bill Murray et Frances McDormand. Donc c'est les parents de Suzy. Ils vivent ensemble, enfin plutôt ils se croisent. Donc lui, il paraît complètement dépassé, il court, il semble pas particulièrement heureux avec sa femme. On le voit qui va couper des arbres, enfin voilà. C'est un peu rien. Voilà. Je vais couper un arbre pour me calmer. Okay. Et puis elle ne semble pas très heureuse non plus. Mais elle fait le choix de rester avec sa famille plutôt que de partir avec son amant. Donc je trouve que ces 5 personnages adultes ont en commun le fait de créer chez le spectateur un sentiment d'insécurité au final, parce qu'ils ne semblent pas être dans la maîtrise de leur vie. Ils semblent complètement dépassés, incapables de protéger les enfants. C'est peut-être ce sentiment que Suzy et Sam fuient, en plus de la sensation d'être enfermés qu'ils décrivent bien. Et ils cherchent un refuge ailleurs, du coup, qu'ils appellent donc leur petit endroit qui s'appelle Moonrise Kingdom. Mais les adultes finissent quand même par se rattraper parce qu'ils manifestent quand même une véritable préoccupation vis-à-vis des enfants. Ils voient bien que, quelque part, ils finissent par se sentir, ils se sentent coupables vis-à-vis de tout ce qui arrive. Ouais, ils prennent en main les choses dans la deuxième partie du film. Voilà, ils prennent en main les choses dans la deuxième partie. Et donc arrive dans le film un autre personnage, donc la fameuse action sociale jouée par Tilda Swinton, qui est représentée par une femme autoritaire qui passe beaucoup de temps au téléphone avec le capitaine Sharp et le chef de troupe Ward, et elle veut faire interner Sam. À l'inverse des autres adultes, elle semble complètement sûre de ses choix et de ses décisions, sans nuance. Mais elle est sans sentiment pour les 2 enfants. Elle fait son travail, quoi.
Et donc, je vais faire des petits clins d'œil aussi à un drôle de personnage qui est le narrateur de l'histoire. C'est vrai que ça fait partie des choses d'ailleurs de Wes Anderson d'avoir un narrateur voilà, dans cette un narrateur qui va parfois même interagir avec les personnages de façon étrange en expliquant par exemple qu'il a appris à Sam la cartographie. Et aussi un petit clin d'œil à toute la bande de scouts qui finit par avoir des remords de s'être mal comporté avec Sam, qui décide de l'aider au final dans sa fugue finalement. Donc voilà, je parlais avant de ça, c'est que je trouve que c'est génial toutes ces trouvailles et tout ça, mais il y a un côté effectivement tellement détaché en fait et tellement détaché de la réalité. Au final, rien ne se passerait comme ça dans la vraie vie, mais c'est complètement fait exprès. Et c'est étonnant parce que la première fois que j'ai vu le film, j'ai adoré ça, et la deuxième fois, ça m'a. J'ai pas détesté, mais ça m'a Il y a un fossé. Plus, voilà, ça m'a plus interpellée. Je me suis dit, c'est étonnant pour une histoire comme ça d'avoir ce ton-là, mais pourquoi pas. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une bonne conclusion. C'était une bonne conclusion. Voilà, je sais pas si c'est. Non, mais je sais pas si c'est une bonne conclusion. En tout cas, c'est la mienne. Et du coup, je voulais aussi vous rajouter cette étonnante coïncidence. Eh bien, figurez-vous que je suis très fière d'avoir retrouvé mes élèves de flûte dans le casting du film. Regardez. Ah oui, c'est vrai. Ils sont là. C'est tellement drôle ce moment aussi. Il est trop bien ce moment aussi. Alors, c'est pas un plan séquence, mais il y a une partie plan séquence à ce moment-là où tu vois tous les animaux au fur et à mesure. C'est super drôle. Ouais. Merci Chèche. On sent qu'ils ont la meilleure prof du monde. Hein. Ah ouais. Ah bon, on sent. Tu les laisses un peu trop seul, je crois. Alors Fred va nous détendre un peu. Oula. Non, mais pas de cette façon. De cette façon. Non, c'est pas de cette façon. Ah oui, j'ai un petit jeu, c'est ça. Ouais, t'as un jeu avec des objets. Ouais, c'est un petit jeu avec des objets. Vu qu'on a parlé de tous les détails de Wes Anderson, eh bien, je me suis accordé une petite chronique sur les objets qu'on voit souvent en gros plan aussi tout au long du film. Okay. Donc, j'ai sélectionné des objets. On va tous jouer ensemble. Ça sera le plus simple. Je vous ai mis 8 objets, enfin 8. Voilà, 8, il y a le porte-voix, les jumelles, les billes, enfin voilà, c'est marqué. Et donc, il faudrait les classer du plus ancien au plus récent. Du plus ancien, c'était qui arrive dans le film. Non, dans sa fabrication. Dans la vie. Ouais, dans la vie. Quand est-ce qu'ils sont apparus pour la première fois. C'est trop bien comme idée. Voilà, donc c'est compliqué. Hein. C'est cool. C'est pour faire fonctionner un peu vos ménages. Voilà, donc on peut tous jouer ensemble. Le plus ancien, c'est la boîte aux lettres. Tu penses? Moi, je dis les billes. Mais même le fer à repasser, en fait. Alors, le fer à repasser, c'était une petite dédicace pour Chèche. Qui a fait sauter le canal des repasser, à la base, c'était pas un truc électrique. Il y avait d'autres. Mais tu parles de ce fer à repasser là électrique ou du fer à repasser Là, il est électrique. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Parce que moi, je veux dire, l'accessoire fer à repasser. Je vais repréciser justement. D'accord. Voilà, je saute parfois la genèse de comment on a fabriqué l'objet, etc. C'est vraiment, on va dire, des dates à peu près officielles. C'est juste pour resituer sur une frise, voilà, pour faire. Ça marche. Donc il y a un de vous trois qui a cité la bonne réponse en premier. Ouais, c'est moi, c'est Mathias. Il a un point. Les billes. C'est les billes. Ah merde. Ouais. Alors les billes. Apparemment, l'origine du jeu de billes reste en soi inconnue. Cependant, des billes d'argile ont été découvertes dans les tombeaux égyptiens. D'accord. Voilà. Ça se trouve, par contre, des billes. Voilà, c'était du caca de chat, je ne sais pas. Mais moi, ça m'arrange. Voilà, t'as un point. En tout cas, voilà, ils ont essayé d'identifier un jeu de billes à cette époque. Et apparemment, la première apparition connue du jeu semble remonter à la Grèce antique. Ok. Voilà, donc ça date quand même un peu. On dit pas ce qu'ils faisaient avec les billes du perdant. Exactement. Deuxième objet. La boîte aux lettres. Non. Il y a le porte-voix, il y a la boîte aux lettres. Après, sincèrement, téléphone, tourne-disque, fer à repasser. Les jumelles, tout est serré. Les jumelles. Je pense que la boîte aux lettres, c'est pas si vieux. Ouais. Non, les jumelles. Les jumelles ont été inventées en 1608 par Hans Lippershey, un opticien hollandais qui conçoit d'abord un premier télescope à longue vue avant de l'adapter en vision oculaire. En version binoculaire, pardon. Voilà. Oui, c'est vrai que. Donc les jumelles. Les jumelles. Il y avait la longue vue qui existait, tout ça. Troisième objet. La boîte aux lettres. Putain, je vais y arriver. Hein. En fait, c'est le dernier truc qui n'est pas la boîte aux lettres. Mais putain. Le téléphone. Le porte-voix. La Chèche, elle trouve tout. Mais non, c'est le téléphone. Avant le porte-voix. Avant la boîte aux lettres. Je vous ai dit, c'était très serré.
En fait, la boîte aux lettres, on avance faut l'invention plus, de la poste avant. Ouais, mais alors Et de- après, non, mais alors, Ouais. j'ai appris plein de trucs quand même, parce que j'ai regardé, j'ai essayé de recroiser les informations, Non, etc. non, je suis pas On a d'accord. appelé nos experts. La boîte aux lettres, apparemment, il existait aussi une boîte de dénonciation, en fait, c'était Oui, des bouches de dénonciation. J'ai vu ça à Malte. Ouais, c'est un Je truc de dingue, quoi. tout. Mais j'ai un doctorat en objet. Un objet de voiture. Genre, t'avais une face de lion en pierre comme ça, et tu glissais ce que tu voulais dire dans... Sur ton voisin. Ouais. Donc en fait, les réseaux sociaux n'ont rien inventé. Hein. C'est clair. Waouh, c'est énorme. Ah ouais, et j'ai appris Ça s'appelait pas énormément Twitter, de c'était trucs. Roar, c'est ça. Énormément. C'était un lion. Donc là, voilà, l'objet, c'est quand même le cinéma, mais voilà, on pourrait disserter Putain, c'est longuement ouf. sur ça. Donc effectivement, c'est le téléphone, et je vous passe tous les détails, et c'est en 1876, donc Graham Bell, qui dépose en fait le Je savais. brevet. Il y a eu d'autres inventions du téléphone avant, mais le brevet n'a pas été... Enfin, il a été déposé, il n'y avait pas de sous, etc. Donc en fait, c'est Est-ce que Graham le fait Bell. de parler dans des gobelets en plastique avec une au milieu, ça compte? Eh ben, fallait déposer le brevet. Ensuite, quatrième objet. La boîte aux lettres. Le magnétophone. Non, le porte-voix. Non, bah, il en reste plus beaucoup, Magnétophone. Non. Non. Je sais pas, j'ai pas la liste. Je sais pas, je me fais la liste. Faire à passer. Ah, bravo, ouais. enfin. Avant la boîte aux lettres, du coup. Non, mais Ouais, non, mais je vous ai dit, c'était vraiment Non, très tu mens. serré. C'est très serré. La boîte aux lettres, c'est début 2000, C'est tu le vois. dernier. Pas checker tout ça. Et en fait, c'est en 1882 que l'invention du fer à résistance électrique est attribuée à Henry Seeley. Je pense que ça se prononce comme ça. Faudra lui demander. Ouais, je l'appelle. Ah non, Je vais l'appeler. Ah non, c'est le fer à repasser. Merde. Je vais le repasser. Allez, cinquième objet. La boîte aux lettres. Non. Attends, on est en quelle année là? Le tourne. Là, on est passé en 1882. Alors, Le tourne-disque. Le tourne-disque. Attends, Le tourne-disque. Non, j'ai juste tapé première boîte aux lettres. Ouais. Première information, c'est 1653. Non, mais moi aussi, je l'ai lu, ça. Mais c'est pas vraiment Mais c'est la faux. boîte aux lettres avec la Tu poste, vois. tu vois. Mais si! Lorsqu'il crée la petite poste par Jean-Jacques Renoir de Villayer. Ouais, mais c'est Ouais, c'est mais pas la c'est vraie pas poste, pareil. tu vois. Des boîtes aux lettres publiques qui sont installées à Paris grâce. Non, mais en plus, Tu lui casses sa baraque. Ah, non, mais il casse rien du tout parce que j'ai lu tout ça. Mais c'est moi qui ai sélectionné les dates, j'en ai rien à faire. C'est pour ça qu'on le met pas présentateur pour ceux d'émission. qui, sinon pour ce ceux sera qui invivable. regarderont l'émission, eh ben, justement, il faut pas croire tout ce qu'on dit en fait. Sur internet. T'as trouvé où tout ce que t'as trouvé du coup? On m'a sur une carte postale. En fait, Donc, je dis les mots et Fred il me dit oui. C'est ça. Des cachages qui disent. Je dis les mots et Fred il me dit bravo. Le tourne-disque. Et donc le tourne-disque 1886. Émile Berliner. C'est bon, tu l'as celui-là? Et le tourne-disque. Allez, il nous en reste quoi? 3, 2? Mais je dirais le magnétophone. Moi, je un dirais peu, la non boîte aux lettres, puisque c'est là depuis 1653. Le magnétophone et le porte-voix. Ah, bah non, mais ça y est, je sais pourquoi j'ai pris cette date pour la boîte aux lettres. Parce que breveté le 27 octobre 1891, Philip Downing a conçu une boîte en métal à 4 pieds. Donc en fait, voilà, c'était juste pour sauter toutes ces étapes avant. C'était très compliqué. Parce que c'est vrai que toutes nos boîtes aux lettres, elles ont 4 pieds. Bah là, il y a eu un brevetage quand même. Apparemment, le reste, je ne sais pas. Mais effectivement, on ira revérifier tout à l'heure. Est-ce qu'on est encore en train de parler Mooneresque? C'est ça. Mais si, c'est les objets. Mais non, mais on est dans les retours du jeudi. Tu sais que le jeu, c'est qu'après texte. C'est vrai. Et il nous reste deux objets. C'est quoi les objets qui restent alors du coup? Il reste quoi? Le magnétophone et le porte-voix. Et le porte-voix. Bah, Je dirais la boîte aux lettres. Porte-voix. Magnétophone. Le magnétophone. Ouais, c'est le mégaphone en fait. Ah ouais. Ah, donc c'est le Le porte-voix. ouais, 1919. Premier microphone électronique et amplificateur a été développé par Edwin Pridham. Et la technologie qu'il a créée a été intégrée dans le premier mégaphone. Bravo. Voilà. Ok, Moi, c'est bravo. très compliqué hein, quand tu lis Mais les c'est trucs, pas une j'avoue. différence, il n'y a pas une différence entre un porte-voix et un mégaphone. Bah, le porte-voix, c'est juste que Il y a tu- juste ça, et puis le code. mégaphone, Bah, le t'as mégaphone, le- c'est c'est un l'amplificateur. truc électronique. Ouais, bah, c'est ça, l'amplificateur. Ah, mais t'avais dit mégaphone. J'ai dit quoi? Ah non, t'as dit porte-voix, je veux dire. Non, non, mégaphone après. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai un alibi. Il y a un mec J'étais qui au est venu cinéma. qui me ressemble, qui était chauve, il s'appelle. Il a dit des Ouais, conneries. Il ouais, a dit que mais les boîtes aux ouais, lettres ouais, c'était on hyper relève tard. la- Alors en fait, on sait tous que c'est en Il 1653. n'y a que Chach qui a raison, de toute façon, on a bien compris. Et Non, tout, mais tout ça il y avait relève de marqué la le mégaphone. communication, vous vous rendez compte? C'est le bordel. C'est parce qu'elle a dans son Il y avait marqué C'est le le bordel. porte-voix, je veux dire. Ah ouais, c'est marqué porte-voix. Oui, regarde. Ah ouais, exactement. Je veux l'arbitrage vidéo. Non mais c'est vrai, t'as raison. Ah, on Ah la ouais, VAR. putain, ouais. Ah, c'est de ma faute. Ah ouais, là c'est. Ah ouais. Ça.
Expulsé de l'émission. Expulsé. Et donc le dernier, c'est le magnétophone. Voilà, bon, Mathias, j'en ai 4, j'ai gagné. Voilà. Et avant, ça s'appelait un télégraphone. Oui, super. Moi, j'ose plus trop parler. Voilà. Voilà. Bravo quand même. La communication, c'est émergé. Et j'en ai fini avec les La communication quoi? C'est émergé. La preuve, regarde. Téléphone, mégaphone, on ne sait pas où on en est. Il y a trop de mots. Ok, et tu nous laisses sans voix, Fred. Tu me laisses aphone. Ok, et merci beaucoup pour ce petit jeu d'objets. Donc on a appris que la boîte aux lettres avait été inventée après. Non, 1653, peut-être avant, la boîte aux lettres. Mais sinon, il faut demander à Wes Anderson, peut-être que lui, il a la réponse. Sûrement. Très bien. Voilà. Merci pour ce petit tour d'horizon. Et donc, c'était vraiment pour dire qu'il avait vraiment attaché à rechercher les objets, qu'il allait même demander à certaines personnes à chiner, etc. Donc, ouais. Voilà. Mais je sais qu'il le fait beaucoup lui-même. Il le fait, non, apparemment. Et qu'après, il y a des équipes qui le font. Mais il est hyper méticuleux. Très, très méticuleux. Je me demande comment c'est chez Wes Anderson. Tu vois. Si à chaque pièce, c'est symétrique. Ça va être flippant. C'est centré. Ouais. Et en 4 tiers. Mettez-vous plutôt là. Parce que... Même le flageolet est symétrique chez lui. Et en 4 tiers. Toutes les pièces sont en 4 tiers. On va parler un peu de cinéma parce qu'on est quand même dans une émission un peu cinéma. Quand même. Et du coup, on va parler des anecdotes. Eh oui. On va parler de mouvements de caméra avec Mathias. Eh oui, ce soir, c'est moi qui prends la parole pour élever à nouveau le niveau de cette émission. Et ce qui est marrant, c'est que je vais vous parler de techniques de cinéma. Alors, marrant parce que pour être honnête, je suis pas le plus calé en la matière sur la technique au sein de notre équipe. Alors là, tandis qu'Adrien, qui a 42 fièvres ce soir chez lui, je rappelle, commence à se rapprocher de son écran, attentif à la moindre erreur que je pourrais dire, je vais tout de suite préciser que je ne suis qu'un humble amateur de cinéma, mais curieux de savoir comment tout cela fonctionne. Alors certes, avec ma formation de pédagogue, au moins, vous aurez l'intérêt d'avoir été instruit et devriez repartir moins con ce soir. Et en plus, je vais essayer d'être rigolo. Allez, on y va pour les mouvements de caméra au ciné. Donc le cinéma, c'est un art. Alors oui, c'est aussi une industrie qui nous pond des Star Wars et des Marvel à l'appel, car, on ne va pas se mentir, ça rapporte beaucoup. Mais c'est aussi un art dont chaque composante... Et là, on va tout de suite très très loin. Je ne sais pas où on en est là au niveau des images, parce que c'est très très tard dans la chronique, mais on est chaud. C'est parti. Et du coup, ils ont dit, on va tout balancer tout de suite. Voilà, c'est fait. Il faut parler très très vite maintenant. Tu allais être marrant. Le temps que tu parles vite, ils sont super prêts, rigolo. Donc ça rapporte beaucoup. Mais c'est aussi un art dont chaque composante est réfléchie afin de créer ou susciter une émotion, créer un effet. Tout ça par la mise en scène, le jeu d'acteur, le montage, les angles et la valeur des plans. Et les mouvements de caméra sont une de ces composantes. Ils ont une signification. Au prochain film que vous verrez d'ailleurs, moi je vous invite à vous demander ce que le mouvement que vous voyez à l'écran essaye de vous dire. Alors on ne va pas réagir de la même façon devant un plan fixe que devant un travelling compensé parce que ça ne raconte pas la même chose. Oh là là, ça y est, je suis totalement perdu devant le génie de Mathias, ça a parlé de choses que je ne comprends pas. Calme-toi Adrien, on va t'expliquer. Alors, les mouvements de caméra se divisent en 3 grandes familles. Et là, Adrien, il fait quoi 3 grandes familles. Le panoramique, le zoom et le travelling. Alors, le panoramique, c'est simple. C'est un mouvement sur pied fixe. Je vais vous montrer parce que maintenant, on filme avec caméra ou téléphone, donc tout fonctionne. Voilà. Un mouvement sur pied fixe dans le sens où la caméra ne se déplace pas dans l'espace, mais pivote sur elle-même. On a donc le pan, lorsqu'on va aller de gauche à droite ou de droite à gauche, donc sur les côtés, et le tilt quand on va aller de haut en bas. Voilà. Là, je fais le mouvement avec mon bras. Alors, un bon exemple, avec un pied. un bon exemple que vous connaissez tous, c'est les fameuses scènes de la série That 70 Show, où les personnages sont en train de se droguer gentiment dans le garage, et où la caméra tourne sur son pied pour passer d'un personnage à un autre. Ça permet de garder la même profondeur de champ ou zone de netteté, et c'est souvent pour suivre un personnage, présenter un environnement, ou dans un souci d'immersion. Par exemple, on fait ça souvent lorsqu'il y a un personnage qui va tourner la tête, la caméra va suivre pour montrer ce qu'il regarde. On aurait dit un peu notre dernière soirée, non ? C'est ça. Et dans tous les cas, donc ça dynamise le plan. On a ensuite le zoom. Alors il est intéressant puisque la caméra ne fait pas de mouvement dans l'espace ni sur elle-même, alors qu'on pourrait croire l'inverse. En effet, le zoom, c'est le résultat d'un jeu entre les lentilles qui se déplacent dans un objectif à focale variable. Alors on utilise en général une bague sur l'objectif pour zoomer en moins ou en plus, et on a aussi ça donc sur les appareils numériques basiques avec la petite molette zoom plus, zoom moins, ou sur vos téléphones portables lorsque vous allez zoomer avec vos doigts comme ça, ou dézoomer. Voilà. On a 2 types de zoom, le zoom in, le zoom avant, et le zoom out, le zoom arrière. Et la troisième famille, donc le travelling. Donc là, c'est un peu mon petit chouchou. Alors là, c'est la caméra qui se déplace dans l'espace, en avant, en arrière, de façon verticale ou circulaire, parfois tout ça en même temps. Alors, il est certes, selon moi, le plus complexe à faire que les autres, parce que
ne serait-ce qu'il faut garder le point alors que tu vas bouger ta caméra. Et il a, je trouve, un rôle plus profond que les autres mouvements vus jusqu'à présent. Un travelling avant, donc là, en avançant, mettra en valeur un objet, un personnage et sa façon de penser ou de comprendre quelque chose. Le travelling arrière, au contraire, met une distance avec ce que l'on regarde. Quand c'est un personnage, c'est souvent pour signifier qu'il est perdu ou qu'on a un recul sur ce qu'il vit. Ça permet aussi de présenter ce que l'on ne voyait pas avant et de placer l'action que l'on vient de voir. Ensuite, on a le travelling circulaire. Alors, ça dynamise la scène et on en voit beaucoup dans le cinéma de Michael Bay qui en a fait un peu sa marque de fabrique. Et enfin, le travelling latéral qui se déplace de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc de gauche à droite pour signifier, c'est pas cette image-là, c'est pas du tout ça, c'est celle d'avant. Non plus, il y a une entre les deux, c'est pas grave. 42-9 ou 42-6. 42, on balance. Wow. En fait, on fait du football américain. C'est la fameuse que j'avais en double. Allez. Et enfin, on a le travelling latéral donc, qui va donc, de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc de gauche à droite, ça signifie souvent une évolution positive du personnage, tout simplement parce que c'est le sens de lecture occidentale. Mais il peut aussi, lorsqu'il va aller de droite à gauche, signifier que le personnage est perdu ou qu'il ne va pas au bon endroit. Et on voit ça dans cette merveilleuse scène de bagarre de... Oldboy. Oldboy, qui en aura marqué plus d'un. Et d'ailleurs, je vous conseille la fantastique émission des Retours de Jedi sur Oldboy. Le sachez-vous, on a fait une émission dessus. Et vous pouvez l'écouter en podcast. On peut l'écouter en podcast, oui. Tout à fait. Celle-là est prête et diffusée. Voilà, ça avait été en plan fixe, ça aurait été beaucoup moins impactant. Et le fait que le personnage se déplace et qu'on le suive face à cette horde d'ennemis, ça a été incroyable à regarder. Moi, ça m'a fait une grosse impression de cinéma. Mais alors là, quel est le lien avec Moonrise Kingdom? Je vais la refaire. Mais alors, c'est quoi le lien avec Moonrise Kingdom? Il y a tout. Il y a tout dedans. Alors c'est ça. Déjà tu te calmes, Adrien. On y vient. Alors parce que maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait qu'il y a tous ces mouvements de caméra qui existent et qu'on sait qu'ils veulent signifier quelque chose. Moi, lorsque je regarde maintenant les films de Wes Anderson, donc là ce soir Moonrise Kingdom, je vois que la composition des plans, elle me saute aux yeux parce que je sens que le réalisateur a voulu faire quelque chose. On va regarder tout de suite la première séquence du film en vitesse x2 à peu près parce que c'est quand même assez long. Et il y a du son. Ouais. Si, c'est ça. Ouais. Bon, il y a du son, mais c'est pas grave. Ah. Fantastique. On pourra la remettre là dans un petit coin d'écran ou en gros, je sais pas, qu'on puisse voilà. Alors c'est un plan très très long avec de nombreux travelling. Donc j'espère que vous avez aimé chez vous retrouver le nom des mouvements de caméra qu'on vient de citer juste avant. C'était un petit jeu parce que c'est très pédagogique. J'aurais dû le dire avant. C'est très con de ma part. Mais vous pouvez à nouveau faire les tests chez vous. Donc avec de nombreux travelling dans tous les sens, comme la présentation d'une scène de théâtre. Moi, ça me fait penser à ça. En plus, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure avec les maquettes, où on a l'impression de cette scène de théâtre où on a les décors qui changent, tu sais, avec les acteurs qui bougent. Non, mais c'est et toi, toi, ça. Je pense qu'il l'imagine vraiment comme ça. Alors, j'ai regardé s'il n'avait pas été issu d'une famille de théâtreux ou s'il n'avait pas fait théâtre ou quoi que ce soit, et pas du tout. Non. Mais c'est ouf. Le mec, je sais pas, tu sais, il est né, bon. Il est très bon. Il m'agace. Il est juste très très bon en fait, voilà. Ouais. Donc ça m'agace. Je suis dégoûté parce qu'en effet, on dirait en effet des magnifiques pièces de théâtre, donc où les décors se succèdent sans que le spectateur bouge. Tout comme lorsqu'on regarde un film d'ailleurs, on reste assis à la même place, sauf si on joue à cinéma musical, c'est un peu comme la chaise musicale, mais pendant un film. Et du coup, c'est très rigolo, mais super chiant pour suivre un film. On a aussi ces chapitres qui sont dans ces films et dans Moonrise Kingdom, la plupart de ces films, des chapitres, ouais. Alors qui nous présente l'histoire en fait qui est racontée. C'est une histoire qu'on nous raconte, les chapitres des films. Donc ça me fait à nouveau penser aux pièces de théâtre ou composées de plusieurs tableaux. Ici, le réalisateur semble vouloir nous raconter une histoire comme le ferait une petite fille avec sa maison de poupée.
Ce récit enfantin colle d'ailleurs assez avec le monde de l'enfance qui est présent dans le film. On situe l'environnement, certes, mais cela raconte aussi plein de choses sur les personnages qu'on a déjà dites. On a la solitude de Suzy qui reste avec ses livres et ses jumelles, tandis que ses frères sont presque toujours ensemble à jouer. Suzy ne joue pas, elle est trop mature pour cela. On comprend ensuite que Suzy scrute quelque chose, qu'elle attend perdu dans cette maison qui l'enferme. On a les parents qu'on ne voit jamais avec les enfants, sans interagir avec eux, donc qui sont vraiment éloignés et déconnectés de leur progéniture. Et enfin, on a la distance même entre les parents eux-mêmes, qui, chacun, ont leur activité dans leur coin et jamais ensemble. Et pour moi, c'est ça, en fait, du coup, la touche Wes Anderson, que tu demandais tout à l'heure, c'est une mise en scène de petites histoires qui servent en fait la grande, l'universelle. Celle du premier amour et de l'enfance abandonnée dans Moonrise Kingdom, celle du fascisme dans Grand Budapest Hotel, celle de l'émancipation dans la famille Tenenbaum, ou comment reprendre le pouvoir sur un outil de production détenu par des grandes entreprises dans Fantastic Mr. Fox. Ça fait rire personne, vous n'avez pas compris la ref. C'est parce que c'est des renards qui essayent de piquer des poules. Si. On a compris, on a juste pas rigolé. Ah bah ok, putain. Si, aux grands industriels. Ah oui, voilà, je trouvais que c'est c'était ça. fort, quoi. Si, S'il y avait c'est- une image mais carrément, politique, un on message t'écoute, politique on très fort. t'écoute, Merci. Mathias. On a aussi le racisme et la ségrégation dans l'île aux chiens, le deuil dans le Darjeeling, à bord du Darjeeling Limited, et toujours en toile de fond, celle de la famille, puisque les parents de Wes Anderson ayant eu une histoire compliquée, ça l'a marqué, il a envie de mettre ça dans ses films, et ça se sent, et c'est beau. Ouais, carrément. Mais ouais, le deuil d'ailleurs, j'ai failli le mettre aussi dans ces thèmes récurrents. Je trouve que c'est très souvent là aussi. Tandis que la ségrégation, c'est que dans l'île aux chiens, par exemple. Oui, bien sûr. Mais ça fait partie d'un des thèmes qui revient souvent, le deuil. Ouais. Merci beaucoup Mathias pour cette chouette chronique. Bravo. J'espère que maintenant vous arrêterez de dire que tout est un panoramique et que vous saurez faire la différence tout entre est un travelling. travelling. Et en plus, là, j'étais taquin parce que je reprends That 70 Show, mais il l'utilise dans ses films, les travelling, les panneaux, les tilts, les pannes, il met tout en fait. Et on sent qu'il compose avec les mouvements du cinéma, tout comme il compose avec la mise en scène, avec tout ça. Et c'est vraiment un mec qui s'est dit, bon, ok, le cinéma c'est tout ça, bah on va faire tout ça. Et c'est trop bien. Ouais. Voilà. De toute façon, une C'est caméra, vrai que ça c'est n'a pas beau. 50 000 plans de possibles. Il faut simplement savoir comment tu les agences, C'est ça. ce que tu veux raconter et comment ça peut servir ton... Voilà. Ton propos. C'est Ton simple. propos. Le cinéma, c'est simple. Pour Wes Anderson, le cinéma, c'est simple. Il faut juste du temps. Il faut juste du temps, et ça, on est bien d'accord au Grenouille. Alors, les mouvements de caméra, c'est fait. Et ben, Mathias, merci Mathias. Mais de rien. Fred, tu vas nous parler un petit peu des anecdotes. Je crois que tu as 2-3 anecdotes à nous raconter. Ouais, je vais continuer donc avec les anecdotes du film. Donc la première, c'est qu'il y a 3 films qui ont inspiré Wes Anderson pour réaliser le film de ce soir. Donc on va voir les affiches s'afficher à l'écran. Voilà. Donc 3 films. Alors L'argent de poche de François Truffaut en 1976. Donc, alors moi, je n'ai vu aucun des 3, il faut le savoir. Ce film donc, parle de la vie quotidienne des enfants d'une classe dans une petite ville du Puy-de-Dôme où les copains vivent de petites aventures. Deuxième film, c'est Mélodie, réalisé par Waris Hussein, sorti en 71. Et là, c'est une histoire romantique où les enfants Daniel et Mélodie tombent amoureux. Ils annoncent à leurs parents leur intention de se marier. Comme c'est bizarre. Et troisième film, Black Jack de Ken Loach en 1978. Et là, ça se passe en Angleterre au XVIIIe siècle. Tolly, un jeune orphelin, se retrouve pris en otage par le bandit Black Jack. Et le brigand kidnappe une fillette, Belle, et charge Tolly de la surveiller. Et profitant de l'inattention de Black Jack, les 2 enfants parviennent à s'échapper. Voilà, donc là, on retrouve l'univers de ce soir, on va dire. Il y avait My Girl aussi, que t'as pas cité. Toujours. C'est mon film de la saison prochaine. C'est My Girl. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore présenté, c'est bizarre. Ouais. Deuxième anecdote, on va dire, c'est plus sur les affiches de ces films. Donc l'affiche de Moonrise Kingdom suit l'exemple de la plupart de ces affiches précédentes films du réalisateur. Comme la famille Tenenbaum, on voit en fait tous les personnages à bord du Darjeeling Limited et la vie aquatique. J'en ai pris 3, voilà, où on voit bien les personnages sur le premier plan de face. Ouais. Voilà, donc ça aussi, c'est sa patte sur ces affiches de films. Ensuite, on enchaîne. Alors, j'ai pris la 3e photo sur la baie vers laquelle s'enfuient les personnages Sam et Suzy. Voilà, ça, on devrait voir apparaître la carte. Et là, les 2 enfants décident simplement de changer le nom technique noté sur cette carte, qui est le goulet de marée au 1003.25. Et effectivement, ils le rebaptisent Moonrise Kingdom
pour la petite touche poétique, on va dire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pareil, je disais que le monde de Wes Anderson, c'est un faux monde. Là, on parle de Nouvelle-Angleterre, mais ce style-là n'existe pas. Oui, c'est il a vraiment un inventé. truc inventé pour le Oui. film. La carte, ils ont dessiné un truc, mais ça n'a rien à voir. C'est ça. C'est vrai que si je te dis je t'emmène au Goulet 3.25, Je te dis ok, ça a l'air cool. ça vend du rêve. Non, tu dis Moonrise Kingdom, c'est ça. Mais ça donnerait pas envie de danser en petite tenue sur la plage. Oh, moi aussi. Et donc, transition toute trouvée, Moonrise Kingdom a été essentiellement tourné sur l'île de Prudence, voilà, où il n'y a rien du tout, un petit phare. Et c'est un choix idéal justement pour préparer les intérieurs, les extérieurs, reflétant l'architecture de l'époque. Donc là, il n'y a rien du tout, on va dire, au moins c'est clair et net. Et je crois qu'on voit après où ça se trouve, j'ai mis peut-être une photo de la carte, c'est vers New York, on va dire, Rhode Island, il me semble. Ah, le Rhode Island. Voilà, donc il y a Prudence Island, et je crois que c'est vers Rhode Island. Bon, j'ai pas mis le zoom, on va dire, de tous les États-Unis. Hein. Voilà, Prudence Island, joli. Yes. Ensuite, on enchaîne avec l'ancien phare qui a été utilisé, donc il s'appelle Connecticut Light, voilà, qui se trouve à Jamestown, dans l'État de Rhode Island, justement, pour représenter l'extérieur de la maison des Bishops. Donc ça existe vraiment, et donc ils se sont resservis de cette architecture. Donc là, on voit la maison, et normalement, on doit voir aussi le phare, voilà, un peu comme dans le film. D'accord. Voilà. Bon, c'est la même chose. Hein. On enchaîne avec... Ah voilà. Justement, j'étais en train de me relire et j'ai fait. Ah là voilà. Je voyais les mouvements de caméra, je me dis non, ça c'était fait par. En fait, la régie elle balance des images et puis. Ah, il s'en avance sur moi. Il brode dessus. C'est ça, ouais. Il s'en avance sur moi, ouais. On voit ici. Donc là, j'enchaîne avec caravane. avec la caravane du Captain Sharp. C'est une Spartanette qui date de 1952. Et donc, cette Spartanette a été coupée en deux pour réaliser les plans dans la caravane. Très jolie caravane. Bon, là, vous êtes trop en retard. Hein. Ouais. Ah bon? Ah oui, mais ça, c'est la numérotation. On sait que ça foire. Voilà. Alors, donc la Spartanette, c'est ça, on va renuméroter. Et alors ça a été évoqué donc par Sam tout à l'heure, que les deux acteurs racontent que... Enfin, en fait, j'enchaîne plus avec Wes Anderson qui raconte qu'il a su que dès les premières auditions, ce seraient donc ces deux acteurs qui auraient joué le rôle, car ils étaient capables de lire leur texte spontanément, là où les autres enfants ne faisaient que réciter. Et donc ça a été évoqué par Sam tout à l'heure. Effectivement, au début, ils s'écrivaient des mails et ils ont fini par s'écrire des vraies cartes, des cartes postales ou des lettres. Voilà, et on va finir avec la fameuse cabane dans l'arbre. Putain, ça c'est tellement bien. Ouais, alors ce qui est fou, c'est que voilà, moi j'ai pas percuté, mais en fait pour la construire, ils ont mis deux troncs l'un sur l'autre. Alors, je pense qu'on voit une espèce de gros pansement au milieu là, on devine. Et la cabane, elle a été construite à la moitié de son échelle. Donc pour l'idée quand même pour le plan du film de dire bah tiens on va mettre deux troncs l'un sur l'autre puis on va mettre une cabane en haut. En tout cas là son effet. Et j'ai retrouvé des badges sur internet. Ils en ont fait des badges. Des badges de la cabane? Ouais. Et tu nous en as pas acheté? J'ai failli. C'est arrivé trop tard. J'aurais trop aimé. Ouais, c'est clair. Ça aurait fait notre cadeau de Noël, Fred. Eh ben non. C'est dommage. Dommage. Peut-être un jour, je ne sais pas ce que j'ai dans mes poches qui me piquent. Et voilà, j'en ai fini avec les Fred, petites anecdotes. Ces petites anecdotes. Moi, j'avoue que j'avais pas du tout cherché d'anecdotes sur le film. Je sais pas si vous en avez trouvé dans vos recherches diverses et variées. Alors, je sais juste que c'est pas forcément sur le film, mais son frère est dessinateur de Wes Anderson. Ouais. Et on sent qu'ils ont la même composition plastique, en tout cas picturale. Ouais. Et c'est lui notamment qui fait les dessins, par exemple pour l'affiche de The French Dispatch. D'accord. Et il a fait des dessins des films de Wes, et enfin tu sens l'interaction entre les deux frères. Enfin c'est beau quoi, c'est beau. Si, encore une histoire de famille quoi. Et c'est la famille toujours. La MIF. La MIF. Hein. Ça marche. Alors moi j'avais envie de un petit peu avant d'enchaîner avec la courte devinette de Fred qui nous prépare depuis il nous la tease depuis plusieurs semaines. Ça va être le point culminant de l'année 2023. Une dernière fois. C'est clair. Ouais, moi j'avais envie de vous demander un petit peu, vu qu'on est dans l'enfance là, est-ce que vous avez quelques souvenirs d'enfance que vous voulez nous partager, un bon moment d'enfance, de franche camaraderie, j'en sais rien, avec des copains, j'en sais rien. Il n'y a pas de...
un bon moment. Ouais. Moi, c'était avec le tonton de... Le tonton de... Le tonton de Mathias. Je crois que Mathias, je l'avais déjà un petit peu... sondé l'autre jour en lui disant, je parlais de ça, il dit ah ouais très bien, du coup bah vas-y. Ah ouais, il est chaud là. C'est en lien en plus avec le film, c'est que moi je me rappelle clairement d'après-midi dans les bois, tu sais, Bah oui, avec les copains du quartier, enfin les copains, j'avais un pote dans le quartier, des copines aussi, mais j'allais surtout avec mon pote, et même plus tard au collège, enfin pour filmer des lianes, mais de partir comme ça dans la forêt, et on partait, mais l'après-midi on a l'impression qu'on partait à l'aventure, quoi, tu sais, on remontait une rivière en fait. Et j'ai l'impression qu'on parcourait mais des kilomètres et puis on revenait toujours sur notre trace parce qu'en fait au final tu remontais la rivière, c'était bouché, donc tu la traversais puis tu redescendais en fait, et je veux dire sur ton adulte et en fait il y a quelques centaines de mètres, c'est pitoyable, mais ça nous prenait l'après-midi, c'était ouf, on essayait d'enlever des choses dans la rivière qui traînait, un peu à la voyage de Chihiro, tu vois, nettoyer vos rivières. Et voilà, et cette idée de partir à l'aventure, quand tu m'as dit ça, ouais, ça m'a fait penser à ce souvenir, je trouvais ça super cool de se rappeler ça, quoi. Et puis cette insouciance de l'enfance, quoi. C'était chouette. Mais c'est ça. Ouais, c'était beau. Bah, j'étais avec toi, donc. Dans les bois. Ah, c'était toi. Ouais, c'est lui là, qui m'a initié à plein de choses. Il voulait me montrer son pépette. Oui, bah non, mais moi en plus, non, moi j'étais pas avec vous parce que moi pour le coup, je peux me revoir un peu. Allez, si je fais un peu un lien avec le film, comme Suzy, moi je pouvais rester à l'intérieur, jouer des heures et des heures et des heures. À quoi? À faire des films. À faire des films avec mes frères et sœurs, mais vous savez oui, déjà, ça donne des résultats catastrophiques. Non, voilà, c'était très très drôle. Bah c'est pour ça que c'est toi la plus calée à la technique. Voilà, de l'équipe, hein, faut le dire. Hein. Le suédé, c'est toi qui l'as inventé, hein, je pense. C'est ça. C'est clair. C'est la mama du suédé, quoi. Bah, moi, comme Mathias, hein, j'étais dans les bois aussi. Ouais. Tous les garçons étaient dans les bois. Je crois. Au centre aéré, on pouvait monter aux arbres, un peu comme dans le film. Là. Et les moniteurs n'étaient pas là, donc je pense qu'on pouvait mourir 10 fois par jour et te retrouver les parents ce soir, l'air de rien, c'était incroyable. Et personne n'a été scout Non. 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 Scoutesse, non. Non. Non plus. J'ai des copains qui étaient scouts, mais ils ont arrêté. Ouais. Moi, j'avais un souvenir aussi où des batailles de pommes de pin dans les bois aussi. C'est trop bien. Ouais. Voilà pourquoi on n'y allait pas. Ouais, non, ça fait mal. Non, mais dans un endroit qui est dans la région, mais qu'on appelle Cayenne. Enfin bref, c'est une propriété privée où on allait régulièrement avec plein d'amis. Et trop bien, quoi. On se planquait. On avait un truc qui faisait un peu labyrinthe. Du coup, on allait se planquer là-dedans et tout. Il fallait reprendre la forteresse. Voilà. On s'achetait des cailloux à la gueule. Non, des pommes de pin. C'était voilà. une autre époque. Non, mais c'était trop bien. Bah oui, c'est trop cool. Bah oui. Une fois, une bataille de boules de neige. Alors là, c'était au collège avec les pions qui disent non, ne tirez pas des boules de neige. Ouais, la responsabilité. C'est hyper dangereux, putain. Faut arrêter. Maintenant, je me bats maintenant. Aujourd'hui, ouais, mais à l'époque, bah non. Tu sais, avec les gosses qui mettent des cailloux dans leurs boules, tu sais. C'est ça qui est plus. Mais la bataille de boules de neige de fou, je me souviens d'une bataille. On était genre 10. Contre 150 en face, je sais pas combien ils étaient. Et vous avez gagné. Non, mais alors on n'a pas gagné, on a perdu. Mais il y a un moment, je me souviens. On a failli gagner. Non, mais en fait, on est parti en criant sur eux, genre en faisant bah comme ça. Et ils se sont tous barrés en courant. Donc il y a eu une petite victoire quand même avant de se faire défoncer la gueule. Mais on a quand même eu un côté. Ça marche. C'est comme dans Star Wars, là, quand ils courent derrière les Stormtroopers, c'était la même chose. Voilà. Donc voilà, moi c'est un peu mes souvenirs. Ils faisaient moins les malins, les maternelles. Hein. Non, mais c'était au collège. Alors c'était au collège. Je sais que t'étais au collège. C'est pour ça que les maternelles ils faisaient moins les malins. Sentiment de puissance dans ces dabos, putain, on les écrase avec les pieds. C'était super drôle. Alors merci, et ça va être. Alors là j'aurais aimé qu'il y ait changement de lumière, tu vois. Juste on laisse ce spot allumé et puis. Est-ce que ça peut être coupé au montage de toute façon? C'est trop tard, c'est pas faisable. Ah non mais. Mais voilà, c'est alors Fred nous vend, il faut savoir depuis un jour, 2 longs jours maintenant, 2 longues journées, qu'il a une devinette pour conclure cette émission. Ouais, et qu'elle vaut le coup, hein. Et qu'elle vaut le coup. Selon lui. Donc faut pas que la régie se loupe, il y a un truc à envoyer, je crois. Vous êtes prêts? Faut bien que je la présente, sinon si je suis tout le monde foutu, est prêt, et on y va. C'est parti. Je sais pas oui, si tu parles d'abord ou on envoie d'abord la devinette? Il faut mettre la photo, voilà. Est-ce que vous vous souvenez du personnage de droite? Purée, c'est Indiana Jones. C'est Indiana Jones, ouais. Oui. C'est l'allemand là qui se brûle. Donc est-ce que c'est le même acteur? Bah oui. Ah non, vrai ou faux? Non. Attends, on dirait un peu comme. Parce que si il faudrait regarder sa main, on verrait s'il a encore la main. C'est ça, voilà. Il a encore la main. Voilà, donc ça c'est ma devinette. D'accord.
C'est son jumeau? Ben, je sais pas, voilà. Il n'en sait rien. Non, mais Ah, si, je réponds. T'avais même pas la chance. Attends, ils ont un lien, peut-être. Il y a l'aîné, il y a l'écartement de la narine, tout ça, tu vois, c'est. Peut-être un lien de famille. Ouais, t'as envie qu'on réponde Non, mais en mais fait ça c'est doit non, être- c'est c'est ça. les Eh mêmes, ben c'est voilà, les mêmes, non, en fait, eh ben non, ce n'est- non. T'as envie qu'on réponde, oui. T'aurais pu prendre n'importe qui à côté et dire, alors est-ce qu'à votre avis, À votre avis, là. On a Suzanne Charondeau à gauche et Brad Pitt à droite. À votre avis, même personnage, Illuminati ou reptilien? Je sais pas. Je vais pas chercher. J'avais pas le temps. tu vois, alors est-ce que c'est les mêmes? Bah oui. Donc c'est Alors, ce qui est très marrant, c'est que Fred, il nous a préparé une blague pendant 48 heures en disant je vais les faire marrer de ouf. Et en fait, il s'est fait rigoler tout seul. Non, ça marche. Et ça marche. Ça marche. Parce qu'il est mort de rire. Non, mais regardez là. Regardez. Et je le vois, le coquinou, le soir, en train de préparer ses blagues sur son PC, à se faire des fous rires tout seul. Parce qu'en plus, il nous écrit, parce que nous, on est là le mardi pour bosser, pour préparer l'émission. Lui, il est chez lui parce que apparemment, il a des gosses à s'occuper. Et il prépare des blagues comme ça. Et il fait oh, je vous ai fait une blague. Je me fais rire tout seul. Et je m'imagine bien devant son PC comme ça. Parce que tu Vous t'es trouvez dit, pas ils que se c'est ressemblent un déstabilisant petit peu. quand même, non? Ah si, si, Ah bah la devinette est déstabilisante. Ah oui, oui. C'est gênant. Tout ça pour vous dire que si vous voyez ce genre de comparaison sur Internet, c'est faux. D'accord. Voilà. Ok. Parce que je l'ai vu tourner en fait, et je me suis dit d'accord. putain, mais à un moment donné, est-ce que c'est le même acteur? Et j'ai cherché, toi, je me dis mais c'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a cherché pendant 4 jours. Pour ça, il veut nous partager sa trouvaille. Et regardez, en fait, c'est pas lui. Mais nous, on s'était pas posé la question si c'était lui, donc on s'en fout. Ah là là. Bah voilà. Et donc Merci Fred. tout ça pour dire que donc le cinéaste a attribué le rôle du narrateur à Bob Balaban. Balaban, ouais. Balaban, voilà, qui s'est Balaban. laissé pousser la barbe pour se sentir plus proche de son personnage. Donc quand même, voilà, j'accorde une petite touche quand même par rapport au film. Et l'autre acteur, il s'appelle de Ronald Lacey. Ok. Comme les Voilà. chaussures. Comme les chaussures, voilà. Et on va peut-être, non, je sais pas, on doit pas en parler cette année, non, c'est un autre. Ah mais toi tu spoil tout toi. Peut-être. Non, on va pas se parler de celui-là, on parlera d'un autre. Ah dommage. mais merci. Donc voilà, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Je suis désolé. Tu veux un mouchoir, Fred? Ouais, ça vient se passer. Ouais. Là, tu m'as fait pleurer aussi. Merci, c'est un peu comme ça que se termine cette émission. On va passer à l'image du mois maintenant. Oui. J'aurais aussi pu pour vous parler de l'annonce Oui. conjointe de Netflix et Nintendo de réaliser le film live action C'est Zelda. incroyable. Alors là, à l'écran, vous ne voyez pas Zelda, vous Non. voyez Link, mais sur une interprétation. Un fan art. Un fan art. C'est un fan art, mais je pense que c'est de l'intelligence artificielle. Oui. On peut les mettre en plein écran, je pense. Incroyable. Tac, si vous y arrivez. Voilà, donc avec Tom Holland qui serait dans le rôle de Link, c'est dégueu. Honnêtement, c'est dégueu. Non, non, alors j'avoue, Oh. là non. La mèche, en fait, la mèche me gêne. C'est pas pire, quoi. En fait, c'est pas tant Tom Holland, c'est vraiment la mèche. C'est la mèche. Ok, gardez ça va. Il devrait pouvoir réussir à y arriver. Ouais. Non, je vais garder ma mèche. On a aussi en Zelda. Ah bah c'est pas moi, mais Ouais. on peut garder. C'est on ça. peut Mais garder là, en là plein c'est écran. oui, là c'est oui. C'est Là ta c'est oui. c'est Emma ta Watson. Zelda, C'est oui. ta De toute chérie, façon, c'est ta chérie. n'importe quoi, c'est oui. Et puis voilà, on a d'autres Idris Elba, Organon. Organon, tout Ouais, ça. Il y en super avait bien. plus ou moins réussi. Malone avec Sadie Sink qui était une actrice Oui, oui. de Rousse. une actrice de Stranger Things. Ouh là. Tingle, alors ça c'est C'est bien. belle idée. Ouais. Danny Danny DeVito en Tingle. Voilà, ouais. et Maisie Williams en Saria qui était une actrice de Game of Thrones. Ah ouais. Tout à fait. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez du projet. Je suis sûr que Chech, elle en pense Ouais. beaucoup de choses. On a Voilà. perdu, là. Non, moi je trouve que c'est bien perdu. de pas avoir d'avis sur tout. C'est Voilà. hein. Ouais. C'est bien d'accord. Non, moi, perso, j'ai un peu peur d'un Zelda en live action. Je t'en parlais l'autre jour. J'aurais préféré en dessin animé, moi. Mais Ouais, mon mais, avis. ouais, mais je sais que je vais avoir l'excitation, et puis je sais que je vais être déçu. Ouais, tu vas Parce être que déçu. forcément déçu. Et une implication vidéoludique aussi forte que cette série-là, que cette franchise adaptée en un film, voilà, on va être dégoûté. On parce sait que- pas. Bah si. Bah ouais, je souhaite. On sait pas. Je souhaite être surpris. Surprenez-moi. Oui, il vaut mieux que tu partes Voilà. comme ça, c'est mieux. Voilà. Faites-moi un Zelda, un Zelda à la Wes Anderson. Et ben voilà. Putain, on fait ça. Allez, c'est parti. Allez. Je préfère du coup vous parler, donc parce que je vous ai pas parlé des deux trucs d'avant, donc c'était pour vous parler de la troisième. Ah oui. Je préfère vous parler d'un artiste de
notre cru qui habite juste à côté, c'est ça? C'est Mais Chache qui l'a rencontré en fait. Ouais, qui habite Alors, dans le coin. je vous avoue que je sais pas exactement. Oh, c'est le phare. C'est le phare. Non. En fait, ces dessins sont exposés au bar du centre à Cognin pour parler très 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 local. Et il dessine super bien. Il avait déjà fait une expo sur Harry Potter. Et là, c'est les décors de cinéma. Donc, en fait, quand je suis allée au bar du centre un vendredi, voilà, j'ai vu The Grand Budapest Hotel. Et j'ai regardé, il fait des super beaux dessins. Et donc, il se trouve qu'il était là. Je lui ai dit, mais on fait une émission de cinéma, est-ce qu'on peut parler de vous? Il m'a dit, ok, pas de souci. Donc voilà. Ça sera 3 bières. Ça sera 3 bières. Et donc, il s'appelle Et il s'appelle, je ne Wes sais même Anderson. pas. Johan Garin, je crois. Johan, c'est ça. J'ai laissé mon... Attends, j'ai laissé... Jojo, comme on l'appelle. Désolée, je ne savais même plus... voilà. Non, Johan Garin. Je vais aller chercher mon... Une grosse bise à la team du bar du centre. Là, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack. On a eu le Grand Budapest Hotel. On a eu, en tout premier, c'était la maison de Psychos. Ouais, celui de Réponse, il est magnifique. La tour de Réponse. On a aussi ça, ouais. C'est Into the Wild. Film 2024, assurément. Enfin, saison prochaine. Réponse, qui est magnifique aussi. Enfin, des dessins de qualité, muchas. Hein. Ils sont grands? Et c'est pas très grand. Non, ça c'est fait du plutôt A4. A4. Je crois un gros A4. Mais voilà, si vous voulez aller donc, voir un coup, et son nom... Et donc son nom, je vais le retrouver, je l'ai là. Je l'ai noté, j'ai oublié de le mettre de ce côté-là. C'est Johan Garin, je crois. Tac, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous donner son Instagram aussi, sur lequel vous pourrez aller voir, parce qu'il y a plein de trucs trop bien. C'est un loupé. Et du coup, son petit Instagram, c'est Poppy Sketchbook. Voilà, vous pourrez retrouver ça, on va le mettre dans le chat, et puis voilà. Et on a Adrien qui validait ma chronique sur le mouvement de caméra dans le chat, donc je me sens vraiment honoré. Je vais vraiment mieux dormir ce soir, et des grosses bises à Adrien, et des bons rétablissements. Bisous Adrien. Trop bien. Et donc c'est comme ça que se termine cette émission. La prochaine fois, nous retrouverons du coup en 2024 pour Les Rivières Pourpres, un film français réalisé par je sais pas qui, produit par Luc Besson. Mathieu Kassovitz, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi 4? Ce sera le 4 janvier. Ouais, 4 janvier. Je le dis. Ah oui, d'accord. Ça sera... Mais si tu fais ça, j'ai juste l'impression que tu me donnes... Mais non, parce que souvent, tu dis ce sera le mariage. Mais non, ce sera toujours le. Puis alors moi, j'aide. C'est le 4. C'est le 4. Je l'avais noté. Mince. Ce sera le 4 janvier. Mais merci beaucoup pour l'aide. En attendant, n'oubliez pas, c'est la fin de cette émission. Donc vous pouvez retrouver l'émission intégralement et remonter légèrement, parce que là, on a eu quelques bugs ce soir, en version podcast et sur YouTube directement. Et puis, je sais pas si Mathias, tu veux dire, je crois que je t'ai... Là, tu viens de me couper la parole, donc je vais dire sur toutes les plateformes de podcast, je vais dire sur YouTube également. Voilà, excuse-moi d'être... Voilà. Putain, en plus j'avais préparé un truc. Bon, n'hésitez pas à vous partager. À vous partager, à vous aimer, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous avez aimé, et à parler de l'émission autour de vous. On remercie Sam, Rémi... Et c'est tout, en régie, c'est pas ça. Merci. Parce que les pauvres, ils sont que 2, d'habitude merci, ils les gars. sont 3. Bravo. Merci à vous, vous avez géré. Et on se retrouve du coup l'année prochaine. Bonne fin d'année et à bientôt. Bonne fête à Joris, bonne fête à Mimi. Joyeuse fête à tous, bonne année, à l'année prochaine.